Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la distillerie. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, il s'est passé beaucoup de choses. On va reprendre les choses une par une, mais avant tout, Thomas, comment ça va? Est-ce que tu es remis? Psychologiquement, tu es prêt à souffrir une fois de plus? Ah, on n'est jamais. Salut Romain, salut à tous. On n'est jamais vraiment trop remis d'une saison avec les Steelers, avec les hauts, les bas et la façon dont ça s'est terminé. En plus, il y avait énormément de choses qui étaient qui sont tombées plus ou moins coup sur coup assez rapidement. Bon, avec la fin de saison. Et puis après, ça s'est enchaîné Ouais. assez rapidement avec la nomination d'un nouveau coach, la draft, etc. Enfin bref, la free agency, il y avait énormément de choses intéressantes à se mettre sous la dent. Fort heureusement, ça nous a un peu redonné du baume au cœur et ça nous redonne l'envie de retourner au mastic, au charbon l'année prochaine devant notre écran de télé. Alors tu le dis, il s'est passé beaucoup de choses. En particulier, bon déjà, commençons par le début. La fin de saison dernière, on n'a pas fait d'épisode parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aussi pour nous, chacun de nos côtés. En un mot, la fin de saison, donc on le rappelle, défaite au premier tour des playoffs, j'ai envie de dire comme d'habitude, sur un score gênant. Une fois de plus, j'ai envie de dire de 30-6 pour les Texans. Je vais dire ce que j'en pense en premier pour une fois. J'aurais plus rien à dire après. Je vais te dire, enfin c'est un petit peu juste quoi. Finalement, par rapport à l'équipe qu'on avait, on s'est fait un petit peu de faux espoirs parce qu'on a eu la chance de bénéficier des blessures de QB dans la division, ce qui fait que ça nous a permis d'aller attraper un spot en playoff qui n'était pas forcément justifié. Si on est honnête et qu'on regarde un petit peu toutes les catégories statistiques, au bout d'un moment, quand tu es entre 20e et 25e dans toutes les catégories du monde, ouais, t'es peut-être pas forcément une équipe du top 10. Donc voilà, à tête reposée, pour moi, c'est vraiment le sentiment, c'est bah écoute, voilà, on a eu ce qu'on méritait et rien de plus. Ouais, enfin, je pense que en vérité, faut pas se voiler la face. Je pense que t'as raison. Moi, cette fin de saison, elle a été hélas dans le sens qu'on avait tous vu arriver. C'est-à-dire on Ouais. avait tout au long de la saison, on en avait parlé, on avait vraiment dit, est-ce qu'on est vraiment des prétendants légitimes aux playoffs? Est-ce que on a l'équipe pour aller passer, enfin voilà, créer quelque chose pendant ces playoffs. Et en fait, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est que on a été, je pense peut-être un peu leurré par le potentiel des joueurs qu'on avait dans cette équipe qui reste un potentiel. Et en fait, s'il n'est pas exploité, bah, tu restes une équipe très mid. Et il faut pas oublier que l'année dernière, on se qualifie sur un field goal manqué de la part des Ravens qui les empêche d'aller en playoff, C'est vrai. qui est hyper chanceux pour nous. Et en temps normal, dans 99% des cas, on aurait regardé les playoffs à la télé et enfin dans notre fauteuil quoi en gros. Et là, on les a fait sur le terrain. Et puis on a fait comme malheureusement ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire, on a fait un petit tour et puis on est parti. Alors, ce qui me dérange encore plus, c'est la façon dont on sort, parce qu'on Ouais, tombe ça. contre une équipe des Texans, qui est une équipe, je vais pas dire qui est un peu un clone des Steelers, parce que c'est une équipe meilleure de facto, mais c'est une équipe avec une grosse défense, qui avait pas une très grosse attaque. Ouais. Au final, on prend 30-6 contre une équipe comme ça, sans rien avoir montré, en ayant toujours les mêmes lacunes, en ayant toujours les mêmes choix de joueurs, de coaching, de jeu qui étaient un peu discutables. Et en fait, il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu toute l'année, qu'on n'avait pas envie qu'il se passe, mais qui Ouais. de facto est arrivé inéluctablement. Pour moi, c'est un petit peu ça la différence cette année. C'est, comme tu dis, les Texans étaient meilleurs que les Steelers, on va pas se mentir, c'est la réalité des choses. Mais comparé aux saisons précédentes, je me suis dit que c'est là qu'on avait la meilleure opportunité, peut-être, d'enfin passer un tour de playoff pour la première fois depuis Louis XVIII. C'est, voilà, quand tu as joué les Bills, quand tu as joué les Chiefs, même les Ravens de l'année d'avant, Bien sûr. allez, on y allait avec un petit peu d'espoir parce qu'on s'est dit, on sait jamais, c'est la NFL, il suffit voilà, de certaines circonstances pour gagner un match où tu n'es pas le favori, mais on savait personnellement qu'il fallait un miracle. Et là, C'est contre surtout, Houston, tu t'es dit, c'est ça. peut-être. Ouais. C'est ça. Contre On s'est Houston, dit, tu te dis, tu vois, on peut le faire, quoi. Tu vois, c'est pas un ogre de la, enfin, c'est une bonne équipe, c'est mais c'est ça. pas un ogre, quoi. Tu vois, tu tombes en premier tour contre Houston. C'est pas comme se tomber sur les Bills ou tu vois, ou même les Patriots ou Ouais, tu vois, des équipes comme ça qui sont quand même des très bonnes équipes, qui sont très solides. Les Texans, avec Rodgers aux manettes, on se dit, ce gars-là, il peut encore faire des choses c'est face à une bonne ça. défense. Et derrière, leur attaque étant pas folle, tu peux, avec notre défense cadenassée, faire le jeu. Et on connaît tous des matchs où c'est la défense des Steelers qui a porté son équipe C'est pendant ça. tout le match. Et tu te dis, voilà, un pic, un truc, et puis tu crées la surprise. Façon de parler, mais tu fais le match et tu passes, Bon, quoi. on joue à Et l'extérieur puis, pour une raison, hein.
Sauf que bah en fait on a eu le mauvais visage des Steelers qu'on avait eu cette saison et on a parce que faut dire ce qu'il y a, on a eu vraiment sur la saison dernière, on a eu deux visages, un visage où on a été horrible, enfin vraiment pas bon et un visage où on a été plutôt ok quoi. Et on a eu malheureusement si on avait eu ce plutôt ok, peut-être qu'on aurait eu une chance de passer sur un malentendu, sauf qu'on n'a pas eu ce visage là et que fort logiquement on est Ouais. passé à la trappe. Et puis en plus, on avait vraiment aucune excuse parce que grosso modo, on avait tout l'effectif à Mmh. disposition. Bon, il y avait quelques blessures de longue date, mais soyons honnêtes, tous les leaders de l'équipe étaient là. Grosso modo, DeSean Elliott est l'exception. Mais bon, il y avait un effectif qui était solide, entre guillemets, en pleine possession de ses moyens. Il y avait même pas de petites blessures un petit peu gênantes où les mecs jouent quand même et tu vois qu'ils sont pas en pleine possession de leurs moyens. Non, rien de tout ça. On avait tous les éléments et finalement, bah, voilà, on peut s'en prendre qu'à nous. Il y a aucune autre raison. Je On pense n'était qu'on pas est au arrivé niveau. aux limites de l'équipe très clairement depuis quelques années. Mmh. Et ça nous fait une belle transition vers le fait que oui, comme d'habitude, on a fait une saison à 10 victoires, 7 défaites. Comme d'habitude, on allait en playoff. Comme d'habitude, on a perdu au premier tour. Mais pas comme d'habitude. Il y a eu des très, très, très gros changements après ça, puisque l'ère Ouais. McTominay est arrivé à sa fin. Et avec lui, bah, les Steelers ont pris un petit peu l'opportunité de dire bon, on va recommencer quasiment à zéro, en tout cas d'un point de vue coaching, parce qu'on a dit tout le staff qui était là avec McTominay, bah, écoutez, si vous voulez aller trouver un nouveau staff ailleurs, ne vous privez pas, considérez que pour l'instant, vous n'avez pas de job jusqu'à ce que le nouveau coach fasse son staff. Alors, avant de partir dans cette nouvelle ère-là avec le nouveau coach, donc c'est pas un secret, mais on va se concentrer un petit peu sur ce qui s'est passé depuis, j'ai pas le chiffre, j'aurais dû préparer un minimum, ça fait quoi, 20 ans, 20 saisons de Mike Tomlin 17 à ans, Pittsburgh? 17 ans. 17? J'ai fait C'est mes quand même, devoirs de vacances. Mm. c'est très bien. Il en faut un au moins qui travaille, tu vois. Ouais. Je Euh, crois que ça c'est la 17e saison il est arrivé en 2007 ouais. à Pittsburgh et donc 2024-2025, ouais, on va 17-18 ans en gros à Pittsburgh. Qu'est-ce que tu retires, toi, de ces années, ou est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que la question, c'est de quoi est-ce que tu veux te souvenir de l'ère Tomlin? C'est peut-être même deux questions complètement différentes, finalement. En fait, tu sais, quand on a parlé un petit peu des thèmes qu'on allait aborder dans ce podcast, on parlait un petit peu de cette fin de saison, et je me suis dit en fait dans cette fin de saison, le point négatif, c'est que finalement, bah hélas, il s'est passé ce qui s'est passé, et on est sorti contre les Texans, on vient d'en parler, etc. Ça, c'était le point négatif. Et quand j'ai coché les points positifs de cette fin de saison, le point positif de ça que j'ai coaché, et c'est là que c'est triste, c'est que finalement, c'est probablement ça qui a provoqué le départ de Tomlin et qui a provoqué tout ce changement dans la philosophie, parce qu'il n'y a pas eu, t'en as parlé, mais il n'y a pas eu qu'un changement de coach, il y a eu un changement aussi de philosophie, il y a eu un changement de philosophie de draft, il y a eu un changement enfin il y avait de coordinateur défensif, enfin vraiment il y a eu beaucoup de choses, et finalement ça a peut-être été cet électrochoc dont on avait besoin et qui sera peut-être finalement le point positif de cette fin de saison et de cet échec une fois de plus Tomlinesque, parce que ça ressemble C'est énormément vrai. à la méthode de Tomlin malheureusement, qui était de faire une saison avec un bilan positif, de faire un petit tour en playoff et puis de partir. Alors euh, c'est très dur quand j'ai relu mes notes et que j'ai vu ça, je me suis dit c'est dur de se souvenir de ça, tu vois, parce que Tomlin reste un Ouais. très grand entraîneur, probablement l'un des tout meilleurs entraîneurs qu'on ait eu à Pittsburgh avec Bill Cowher, et du coup je me dis j'ai pas envie de me souvenir de ça. Je m'en souviendrai parce que de facto c'est comme ça qu'il a fini et qu'il aurait été plus classe de finir sur un Super Bowl, mais c'est comme ça qu'on s'en souviendra. Alors Ouais. bon, faut quand même rendre hommage à l'homme qui était Tomlin et à l'entraîneur qui était Tomlin. Je pense qu'il était un plus grand homme qu'entraîneur. C'est mon avis à moi, Ouais. parce que beaucoup de gens ont toujours loué les qualités humaines de Mike Tomlin, notamment la communauté afro-américaine, qui était quelqu'un qui était énormément respecté dans cette communauté-là. Et j'ai envie de me souvenir de ça également. Il y avait énormément de joueurs qui avaient envie de jouer pour ce gars-là. Donc je pense que c'était quelqu'un Ouais. de très bien. Je pense qu'il était, je te dis, probablement un plus grand homme qu'un plus grand entraîneur, et c'est pas peu dire parce qu'il a été un très grand entraîneur quand même. Ouais. Et quelque part, moi, c'est ce que je dis depuis des années, et ça sera pas nouveau à ceux qui nous suivent dans le podcast et sur Twitter depuis des années. J'ai toujours énormément admiré l'homme, Tomlin, mais vraiment de très très loin. Euh, et quelque part, c'était son défaut, entre guillemets. C'est que c'était un mec qui était là pour bosser avec des hommes Ouais. dans l'ère de la NFL, de la data, etc.
où tu as des gens qui n'ont pas forcément envie de bosser ensemble, mais qui, voilà, qui disent bah, les chiffres sont les chiffres, c'est ainsi, on fait comme ça, blablabla. Tomlin avait toujours cette façon de voir les choses qui était de voir des hommes avant des numéros, même s'il aimait bien appeler ses joueurs par leur numéro de maillot. Mais en particulier, quand on regarde son staff, on a toujours dit, bah, écoutez, il n'a pas de coaching tree, Tomlin. C'est-à-dire que y a personne qui a fait ses gammes sous Tomlin qui est ensuite devenu un head coach avec du succès en NFL. Euh, et je pense que c'est peut-être là aussi le problème, c'est que c'est quelqu'un de très très loyal et qui préférait peut-être. Alors j'imagine par exemple que ces entretiens pour des coordinateurs, il passait plus de temps à découvrir l'homme qu'il passait à voir la philosophie du coach et le plan qui allait être mis en place. Ouais, Je pense à ces coordinateurs défensifs ces dernières années où on s'est tous plaints de la même ouais, chose. ouais, On bien s'est sûr. tous dit ça change pas. Les années passent, les joueurs passent, il reste trois mecs qui étaient là il y a 5 ans et les problèmes sont exactement les mêmes. Et quelque part, nous, de l'extérieur, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas avoir les mêmes soucis tous les ans pendant 5, 6, 7, 8 ans et ne rien changer. Et voilà, Tomlin a peut-être ça, cette faute-là, c'est de dire que voilà, je crois en ces mecs-là, je crois en l'être humain et on va réussir à faire quelque chose comme ça. Et peut-être que les Steelers auraient eu plus de succès s'il est allé chercher des mecs avec qui il n'avait rien en commun d'un point de vue personnel, un gros nerd, un McDaniels qui pour moi est l'opposé en termes de personnalité de Tomlin. Et peut-être qu'en termes de football, ça aurait bien marché, tu vois. Comme Mais le voilà, il y a ce côté-là. comme le film, tu fais le stratège avec Brad Pitt où il va chercher le gars qui fait les stats et C'est ça. mais t'as entièrement raison. Je pense que Tomlin était un homme qui avait le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de, je pense, je dis c'était, c'est toujours, hein, il est pas mort le pauvre, mais je veux dire, c'est un entraîneur, c'était un entraîneur très humain, très loyal, comme tu l'as dit, qui croyait en des gens et qui avait extrêmement de mal, surtout, à un moment donné, couper le cordon affectif ou le cordon sentimental, loyal avec certains joueurs ou certains entraîneurs au profit de quelque chose de plus pragmatique, plus efficace. Et je pense que c'est à l'ère du football moderne, je pense que ça me fait mal un peu au cul de dire ça, mais je pense que c'était quelqu'un qui a fini par être un peu dépassé peut-être par le football moderne et, et malheureusement, dans un monde comme la NFL, il n'y a pas de place pour les sentiments. C'est triste, mais il n'y a plus de place pour les sentiments. Donc moi, je suis très content d'avoir eu cet homme-là et ce coach-là aux Steelers parce que c'est quelqu'un qui avait énormément de valeur. Mais je pense qu'hélas, pour le bien et l'efficacité sportive de cette franchise, il fallait peut-être passer à autre chose. Voilà. Merci monsieur pour ces années. Ouais, je suis d'accord. Le regret quelque part, c'est que ça a dû aller jusqu'à un stade qui chante Fire Tomlin. Tu vois. Exactement. Et tu Tu sais, dis je c'est regardais. dommage. Oui, vas-y, finis. C'est dommage et puis surtout que tu as l'impression que bah, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui partagent un petit peu nos sentiments. C'est-à-dire que ils étaient arrivés à un point où oui, ils étaient même peut-être dans le stade à chanter Fire Tomlin et puis dès que le mec est parti, bah, l'état d'esprit a changé. Donc, oui, c'est bien parce qu'on avait besoin d'un point de vue sportif. Mais j'ai pas envie d'avoir un mauvais souvenir de ce mec-là qui a façonné notre équipe et notre franchise pendant 17 ans, qui a ramené une bague. J'ai pas envie d'avoir ce mauvais souvenir. Euh, Exactement. ouais. Mais je, C'est je pense qu'entre maintenant et peut-être dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, on aura complètement oublié que voilà, il y a eu une dernière saison, une dernière 2 saisons très compliquées d'un point de vue, j'ai envie de dire relationnel avec les fans, même si vraiment, enfin, tu compares au drame qu'il y a dans d'autres équipes, c'était rien de grave, mais voilà. C'était un petit peu difficile de tourner la page, mais je pense que dans quelques années, on va oublier un petit peu tout ça et on sera bien content d'avoir eu ce mec-là comme vraiment la face de la franchise, parce que rappelle-toi, on en parle assez régulièrement tous les ans quand il y a ce rapport qui ressort qui est interdit, je crois d'ailleurs maintenant, où les joueurs donnent un petit peu des notes à toutes les franchises sur les installations, sur euh, ouais. la salle de sport, La salle machin, de sport, etc. l'accueil Les des Steelers, familles et tout, ouais. Ils ouais, les étaient, Steelers, ouais, c'est nul, 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 ouais, nul. ouais, ouais. Staff Head coaching, coach, ah, numéro un. ouais, Voilà. exactement. Exactement. Donc voilà. Mais bon, je te dis, c'était quelqu'un qui avait le défaut de ses qualités. Pour moi, tu vois, je regardais un petit peu la carrière de Tomlin aux Steelers. Je pense que en 2020, quand il finit premier, on fait 12-4 en bilan régulière, saison régulière, donc on est extrêmement bien. Et on va en playoff et on perd au premier tour contre les Browns en barrage. Je pense que c'est là que la coupe aurait dû être faite.
tu vois. Il y a les Ouais, deux saisons sitôt. d'avant, on s'était pas qualifié pour les playoffs. On avait un bilan positif, mais on n'était pas passé. Enfin, un Ouais. bilan positif et un bilan nul. Et cette année-là, en 2020, je pense que c'est là peut-être qu'on aurait dû aller euh, Ouais, peut-être ouais. naturellement vers un changement. Ça aurait évité de faire ces 3-4 dernières années où finalement on a un peu vivoté et le lien qui s'est tissé avec les supporters s'est un petit peu effiloché, c'est un petit peu Ouais. détérioré et au final effectivement on en vient à avoir des chants comme ça et ça, moi ça me faisait mal au cœur un petit peu d'entendre ça, tu vois. Ouais, ouais, non, je pense que tu as raison. Le fait que ça soit l'année Covid, ça a peut-être pas aidé, ou je pense qu'il y a personne qui a voulu prendre ou Des tirer de décisions, ouais, conclusion peut-être. d'une saison Ouais. aussi particulière, tu vois. Mais oui, si tu regardes, parce que finalement, tu regardes la liste des saisons, en fait, c'est la dernière fois où on a vraiment pensé qu'on avait quelque chose à jouer, c'était cette année-là. Parce que Ouais. les années suivantes, même s'il y a des playoffs quasiment tous les ans, comme je disais tout à l'heure, on arrive à chaque fois en playoff en se disant, bah, écoute, avec un miracle, tout est possible, mais sans vraiment trop y croire. Puis je pense que de toute Ouais. façon, le plus gros regret, ça reviendra un petit peu avant. Ça sera de l'année où tu as Le'Veon Bell, Antonio Brown, Ben Roethlisberger dans leur prime Les Kyler Bees, ouais. Ouais, ouais, et que tout tu à fait, ouais. n'arrives pas, ouais, t'arrives pas à aller plus loin quand même. Parce que, Après ouais, voilà, on n'est pas là pour parler d'Antonio Brown, hein, mais à chaque non. fois que je vois des conneries passer encore, je me dis, mais putain, mais quel gâchis, quoi. Pour moi, Ouais. c'est personnellement, et j'ai vu passer des gens depuis des années, j'ai vu pas mal de matchs en live aussi des autres équipes à Londres, etc. Je pense pas avoir vu jouer quelqu'un de meilleur qu'Antonio Brown. Ça me fait Moi je chier qu'on n'ait rien eu à ce moment-là quand on l'avait lui, et cette première saison avec TJ Watt aussi, qui était arrivé. ouais, ouais. Ouais, Dommage, t'as perdu. ouais, j'arrive, je On suis là, je ne suis te voit là, je suis plus. là, c'est juste, j'ai un petit problème avec ma caméra, mais y a rien de bien grave. Tu m'entends toujours? Je t'entends toujours très bien. Ouais, ouais, non, non, t'inquiète, je suis toujours là. Attends, tac, voilà, c'est bon. Mais en fait, bon, voilà, c'est la fin d'une ère. Moi, je retiendrai les bonnes années et ce qu'était Tomlin en tant qu'homme. Je retiendrai aussi qu'il nous a amené un Super Bowl qui était juste magnifique parce que ce Super Bowl là Ouais. avec les actions d'anthologie qu'il y a eu, que ce soit le, 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 le retour d'interception de James Harrison, le touchdown de Ben Roethlisberger en coin là sur où il y Ouais, avait sur vraiment Tony un Holmes. micro poil sur Holmes qui était vraiment enfin voilà, il y a eu un très beau Super Bowl, c'était des très bonnes émotions pour moi, je me souviendrai de ça. Après, comme je t'ai dit, pour moi c'est un mal pour un bien. On va être à l'aube d'une nouvelle ère. Il y a énormément de choses qui arrivent qui me hype de fou. Alors bon, on va peut-être en parler, mais qui Ouais. me hype de fou. Et je me dis bon bah voilà, on va passer à autre chose et puis voilà, advienne que pourra. Avant de passer justement à cette nouvelle ère, un truc sur lequel il faudrait peut-être qu'on revienne parce que je suis un petit peu comme toi, je commence à me hyper parce que de toute façon c'est le cycle NFL normal, j'ai envie de te dire. Mais il faut pas oublier cette petite période d'incertitude entre le départ annoncé de Tomlin, qui était vraiment le jour ou 2 jours après la défaite contre les Texans, et la nomination du nouveau coach. Et il y a eu cette période de recherche, Alors, et cette période d'interview. Et il y a eu cette période où beaucoup de gens, je pense, étaient comme moi, en se disant l'heure du renouveau, l'heure de se mettre à jour. Ça fait des années qu'on se dit que on a peut-être une vision de la NFL, en particulier en termes de coaching, qui a 10 ans de retard, si ce n'est je pense que plus. tu vas exactement spoiler Il est l'heure. ce que j'avais prévu de dire sur Ouais, écoute, justement l'arrivée de attends, McCarthy. Non, non, mais je vais je suis d'accord terminer avec toi. Vas-y. je termine une phrase et après tu peux prendre le relais du coup. Non, non, il y a pas de souci. Et donc voilà, beaucoup d'entretiens, beaucoup de mecs très jeunes parce que c'est la façon de faire des Steelers. On va chercher un mec allez, qui a la trentaine, entre la trentaine et la quarantaine, qui est jeune, qui a assez peu d'expérience, mais qui est très prometteur, et boum, tu le propulses dans ce rôle-là. Ça a été fait avec Tomlin, ça a été fait avec Bill Cowher avant. Et puis, finalement, il s'est passé autre chose. Tu Ah, veux prendre le exact. relais à partir de là? Ouais, bah je peux. Après, c'est exactement ce que j'avais préparé, c'est-à-dire que euh, moi toute cette période-là, alors je vais partir de la nomination de McCarthy du coup, et après je fais un petit Vas-y. flashback. Mais en gros, moi, quand ils annoncent après effectivement toute cette période de recherche où ils interviewent Chula, ils interviewent, je sais plus encore, il y en avait au moins deux ou trois des autres gars qui étaient des jeunes coordos ou qui étaient vraiment très prometteur. Et finalement, le choix, boum, ça tombe là et c'est McCarthy quoi. Et quand j'apprends ça, et d'ailleurs, sur le fil WhatsApp de notre discussion, je me rappelle de quand tout le monde est sur le cul quand on apprend ça et tout le monde est Ouais. horrifié, tu vois, de la nomination de McCarthy. Et en fait, j'étais
franchement, j'étais dégoûté. Hein. Le premier sentiment j'étais vraiment dégoûté parce que comme toi, je me disais bon bah, ok, ils ont toujours pris des jeunes cordeaux à ce moment-là. C'est le moment, ils vont prendre un mec de la ligue, un jeune qui arrive, qui a des nouvelles, et ça va y aller, et on va repartir sur un truc un peu avec un peu plus de fraîcheur. Quoi. Et là, boum, les mecs, tu sais, c'est un peu la phrase, je sais pas si t'as déjà entendu, de Eric Blanc dans l'équipe 21. Il dit ouais, moi on m'avait prévu Mission Impossible 3 avec Schwarzenegger, Stallone et Brad Pitt. Et à l'arrivée, j'arrive, c'est Danny Boone. Bon bah en fait, ça Ouais. m'a fait exactement la même impression. Tu vois, on te prévoit ça, et à l'arrivée c'est McCarthy quoi. Tu te dis waouh. Et tu te dis bon bah on va faire finalement du neuf avec du vieux. Et donc là j'étais vraiment Avec du vieux, dégoûté. ouais. Ouais, Vieux, exactement. c'est Et le bon mot. c'est le bon mot, ouais, c'est le bon mot. Du vieux avec du neuf avec du vieux. Et du coup, après, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, maintenant, c'est fait, c'est fait. Je vais fouiller un peu, je vais regarder un peu concrètement, tu vois, ce que McCarthy, ce que ça vaut, parce que bon, ok, il est vieux, mais bon, voilà, c'est. Et en fait, Peut-être, Thomas, avant de passer sur ce que vaut McCarthy, entre guillemets, ouais, un truc peut-être un petit peu important, en tout cas, essayer de justifier ce choix qui, effectivement, était pas dans ce à quoi on s'attendait. On voulait tous de la modernité, et puis on s'est dit, de toute façon, les Steelers vont chercher un mec qui va devoir rester, enfin, qui va pouvoir rester 20 ans si possible. Euh, deux éléments majeurs, peut-être, j'ai envie de dire, qui justifient, entre guillemets, cette décision. Euh, une, c'est le fait que McCarthy est un mec de Pittsburgh. Personnellement, je trouve que ce côté romantique, c'est bien gentil, mais arrivé au premier dimanche de saison régulière, j'en ai un petit peu rien à foutre d'où le mec vient du moment qu'il gagne les matchs, tu vois. Mais voilà, ce côté romantique, quelque part, qui était là depuis longtemps avec les Steelers, hein, ce fait de pas se moderniser, etc., revient avec McCarthy est un mec local. Et deuxième élément, peut-être qui vient un peu plus tard, et peut-être que ça va faire un petit peu une bonne transition pour ce dont tu veux parler. On arrive à une période où on n'a pas de futur ou pas de vision au poste de QB. Et McCarthy a fait sa carrière, entre guillemets, sur sa capacité à développer les QB et être un petit peu l'homme qui murmure aux oreilles des QB. Et je pense que c'est peut-être les deux éléments majeurs qui font que McCarthy était pris plutôt que tous ces jeunes coordinateurs prometteurs dont on a entendu parler et qui ont passé des entretiens avec les Steelers et aussi avec les 12 autres franchises qui cherchaient un nouveau head coach. encore une fois, tu m'as complètement spoilé, mais on est entièrement Il va être d'accord. Non, court mais l'épisode d'aujourd'hui, hein. ça montre qu'on est d'accord. J'avais noté moi trois choses qui, à mon sens, ont fait que le choix s'est porté sur McCarthy, de la moins importante à la plus importante. McCarthy, ils le prennent pas pour 20 ans, c'est clair et net. C'est pas un mec qui va faire 20 ans. Bon. Donc, la moins importante, effectivement, comme tu l'as dit, c'est qu'ils ont pris un mec qui avait envie de venir à Pittsburgh. Pour qui c'était le rêve de jouer à Pittsburgh. Et on l'a vu lors de la conférence de presse. Je sais pas si tu as vu McCarthy, il était très ému. Il avait la voix qui tremblait. Et pour un mec comme ça, qui est un vétéran, qui a fait 30 ans qu'il est dans la ligue, que le gars sanglote, entre guillemets, ou ait de l'émotion dans la voix, tu sens que le gars, ça lui coûte, quoi. Tu vois, ça le touche vraiment d'être là Ouais. et d'être à Pittsburgh d'entraîner, d'être finalement c'est un peu la consécration pour lui de revenir et d'entraîner cette équipe de Pittsburgh qui est son équipe finalement de cœur. Et je me dis toujours que malgré tout, coach professionnel qu'ils sont, quand tu as un surplus de motivation comme ça ne peut être que bénéfique, tu vois. Et peut-être que ce gars-là était peut-être un peu usé par le système, la NFL, etc. Et que le fait de venir dans cette équipe de Pittsburgh, jouer finalement, coacher son rêve un petit peu, sa consécration au Ouais. final personnelle et sentimentale, peut-être que ça va lui donner ce surplus d'âme et ce surplus d'envie de finir en beauté sa carrière sur les quelques années de coaching qui lui restent pour faire les choses bien avec son club de cœur. Donc ça, pour moi, c'est la Je peux première. faire le mec un peu Vas-y, fais pessimiste le mec pessimiste. sur cet aspect-là. Ouais, Polo est pas là, vas-y. Il faut que quelqu'un qui reprenne le flambeau, tu sais. Mais personnellement, j'ai du mal à me dire qu'à ce niveau-là, que ce soit en NFL ou dans n'importe quel sport, que la différence entre une victoire et une défaite vient de la motivation. Je suis désolé, j'ai vraiment C'est du mal à y pas, croire, tu vois. ouais, mais c'est pas la motivation sur une victoire ou une défaite. C'est la motivation parce que quand t'es un mec comme McCarthy, que t'as l'âge qu'il a, que t'as les 30 ans de carrière derrière toi, je pense que c'est plus une question
de motivation entre guillemets à se renouveler, à rechercher des nouvelles choses, tu vois, D'accord, à d'accord. rester et sans tomber peut-être finalement dans la routine ou dans le tu vois dans ce qu'il sait déjà faire et je pense qu'il peut, je dis pas qu'il va se remettre en question et que d'un coup on va passer sur un système wing T, enfin je te dis pas ça du tout, hein. Mais je pense que il est quand même capable du coup en arrivant là de dire ok bah je vais vous montrer, il me reste j'ai pas beaucoup d'années, je sais quelles sont mes missions, on y reviendra après, je vais vous Ouais. montrer que je peux faire quelque chose et que je suis pas fini quoi, tu vois entre guillemets. Et ça je pense que le fait que ça soit Pittsburgh, ça peut jouer. Je te dis pas que ça sera, c'est pour ça que je l'ai mis dans le moins important. Voilà, Ouais, ouais. des C'est vrai. trois C'est vrai. arguments. Voilà. Le deuxième choix, le deuxième argument pour moi qui a fait que ils ont pris McCarthy, et ça, je pense que c'est une vraie révolution, c'est qu'ils avaient envie d'embaucher un entraîneur, un head coach à vocation offensive. Ça s'était quasiment jamais vu. Et je pense qu'ils se sont aperçus que dans la nouvelle ère de la NFL, les équipes qui gagnaient, c'était des équipes pour la plupart qui avaient quand même des grosses attaques. Et même si tu peux, tu vois, aller gagner aller au Super Bowl ou réussir avec des grosses défenses, on a vu les Broncos qui ont quand même les Texans qui étaient des équipes comme ça. Les équipes qui sont quand même allées au bout, que je pense aux Seahawks, aux Patriots, Ouais. toutes ces équipes-là, c'est des équipes qui avaient des grosses attaques. Et je pense que dans une NFL très aérienne maintenant, très très offense friendly, je pense que c'était nécessaire d'avoir un gars qui tient la route en attaque et pas que ça soit juste le cordeau offensif. Et Ouais. ça, je pense que Mais c'est c'est une ça, tu deuxième. vois, je trouve Ouais. que c'est très important et très intéressant la façon dont les mots que tu as utilisés dans les 60 dernières secondes là. On est passé de grosses attaques, d'autres équipes qui avaient des grosses attaques qui ont réussi à avoir du succès, et puis on arrivait très vite à une attaque qui tient la route. Il y a quand même un monde, tu vois, entre les deux. Mais ça veut dire que même attaque qui tient la route, on n'était même pas là déjà. Ah non, mais c'est sûr, c'est certain, hein. C'est certain. Et malgré quand même des joueurs qualitativement parlant Ouais, qui étaient ok quoi. Mais je pense que la philosophie de Tomlin n'a jamais été une philosophie offensive. Il embauchait des cordeaux dont il voulait voir certaines choses, donc du ball control, pas beaucoup de risques. On voyait souvent les deep middle, toutes ces zones de passe qui ouais, étaient jamais attaquées parce que c'est des zones où tu dois prendre des risques et tu peux prendre des inters. Et lui, il voulait pas, il voulait gagner la bataille des turnovers, il voulait s'appuyer sur une défense solide, il voulait contenir le jeu au sol, il voulait imprimer de la dureté physique aux équipes adverses. Et je pense simplement que bah ça, c'est comme un peu Tomlin, c'est peut-être un peu dépassé. Et donc ils sont allés chercher quelqu'un et je regardais et c'est pour ça que ça me hype quand même. Je regardais ce qu'a fait McCarthy quand même tout au long de sa carrière. C'est quand même un gars qui a toujours fait tourner ses attaques ouais, quels que soient les endroits où il est passé, ses attaques tournaient. Et ça, l'air de rien, si on a une attaque qui tourne, avec le talent qu'on a aussi défensivement, je veux dire, il y a quand même le potentiel de faire quelque chose de chouette, quoi, tu vois. Voilà. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, le deuxième critère qui ont fait qu'ils ont choisi McCarthy. Et le troisième critère, t'en as parlé, et je l'avais préparé un petit peu également. McCarthy est un tuteur à quarterback. C'est un mec, ça fait 30 ans qu'il est dans la ligue. Il a commencé le job en étant assistant offensif. Très rapidement, au bout de 2 ou 3 ans de carrière, il est passé sur un poste d'entraîneur des quarterbacks. Et à partir de ce moment-là, il a jamais lâché ce poste-là. Même quand il était head coach, il a toujours été un ouais. tuteur à quarterback. Donc ça veut dire que ce gars-là, ça fait 30 ans qu'il est dans la ligue. Il a 27 ans de coaching de quarterback derrière lui. Et j'ai fait un petit peu la liste des mecs qu'il a eu Ouais, vas-y. en tant que coach, les QB qu'il a développés ou qu'il a eu, mais qu'il a développé, on va dire, on va parler globalement de ce mec-là. Il a eu le premier quarterback qu'il a développé, et c'est pas rien parce que c'est un mec qui, à mon sens, avait pas énormément de talent, mais il a réussi à le faire quand même, enfin, à quand même en faire quelque chose. C'est Rich Gannon qu'il a eu à Kansas City. Putain, oui. Ouais, ouais, qu'il a eu à Kansas City. Et Rich Gannon qui était pas, mais il a réussi à la carrière de Rich Gannon lui est en grande partie due. Alors ok, après il a Ouais, signé aux Raiders et il a explosé un petit peu aux Raiders, mais c'est quand même Mike McCarthy qui l'a formé au Kansas City Chiefs. Ensuite, il est passé à Green Bay où il est devenu head coach, où il a fait la transition, il a fait les fins de années, les dernières années de Brett Favre, qui est quand même pas rien, l'air de rien, comme quarterback à gérer, et la ouais. transition avec Aaron Rodgers. Et quand on sait que l'année où il arrive, Aaron Rodgers, ça me il, dit quelque chose ce nom. ouais, vite fait, Ouais. un petit gars, bon, on le recroisera plus trop normalement. Et donc, et donc, il a formé Rodgers avec la carrière qu'on connaît d'Aaron Rodgers. Et vraiment, Rodgers, je pense, lui doit
beaucoup de choses, notamment dans la réussite qu'il a eue ensuite, même si ça Ouais. ne met pas en cause son talent. Et puis après, il est passé aux Cowboys et il a développé Dak Prescott, qui, l'air de rien, reste quand même un choix de quatrième tour, Dak Prescott, un truc Quatrième, ouais. comme ça. Ouais. Et il réussit à faire de Prescott ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire le QB le mieux payé de la NFL actuellement. C'est pas lui qui l'a obtenu le contrat, mais en tout cas le développement de Prescott. Donc c'est quelqu'un qui a toujours développé extrêmement bien ses quarterbacks. Et c'est exactement ce que les Steelers attendent de lui, je pense, sur les prochaines années. Alors je sais pas combien de temps il a signé, mais je serais pas surpris que ça soit un contrat Bonne court question, ça. de 3 à 5 ans, tu vois, je sais pas, hein, j'ai pas regardé pour le coup, je sais même pas si l'info est sortie, Ça, je regarde mais parce que c'est un point très intéressant. Ouais. bah 5 ans. 5 5 ans, ans. voilà. Bah, j'allais te dire, pour moi, le cycle idéal, c'était entre 3 et 5, probablement 5 parce que je dirais que la draft la plus importante pour les QB, et on en reparlera quand on parlera de la draft, à mon avis, c'était la draft de la saison prochaine. Donc, maintenant qu'on a vu la draft de cette Ouais. année, bon, à voir. Mais, et donc, du coup, bah, ça te donne 2 ans, enfin, une saison avant cette draft-là, une saison, tu draftes ton franchise QB, et puis après, 3 pour le développer, ce qui est normalement à peu près le temps voilà que tu Ouais. dois si vraiment le mec est pas en avance mais pas en retard non plus pour qu'un gars explose quoi. Rodgers a mis 3 saisons sur le banc à Green Bay avant d'exploser, donc tu peux estimer que Ouais. voilà c'est le temps nécessaire pour mettre sous incubation ton Ouais. quarterback. Et c'est un point intéressant et j'y avais pas forcément pensé. Mais si on prend cet aspect vraiment QB, qui, on l'a mentionné tous les deux, est probablement un aspect important. Alors, il y a pas de secret hein, depuis la retraite de Big Ben, c'est grosso modo un QB différent. J'allais dire grosso modo, non, c'est factuellement un QB différent qui commence la saison en tant que titulaire chaque saison depuis la retraite de Big Ben. Ça va peut-être changer si le mec de 83 ans qui devra être QB pour nous l'année prochaine peut se déplacer, peut utiliser son déambulateur pour la Week 1 et faire et être le premier QB à débuter 2 saisons différentes pour les Steelers depuis Big Ben. Euh, mais donc il y a ce vrai chantier-là. Et moi, je repense au départ de Kevin Colbert, qui est en gros draft Kenny Pickett et s'en va. Et quelque part, il y avait. Je vais pas dire que j'en veux pas à Kevin Colbert parce que c'était un choix de draft catastrophique, on le sait maintenant. Mais je pense que pour lui, il y avait cette volonté d'entre guillemets réussir la transition et de dire ok, je lâche pas une franchise qui a aucun avenir. J'ai drafté mon QB, ils peuvent voilà, ils peuvent construire là-dessus. Et le fait qu'il ait dû faire ça quelque part sur une saison, peut-être deux éventuellement, ça a été précipité et finalement ça a mené à une décision qui était clairement pas la bonne. Et peut-être que comme tu le dis, et j'avais pas pensé avant que t'en parles, mais effectivement, d'avoir cette fenêtre de 5 ans où tu dis, bah écoute, ton job c'est ça, c'est de mettre la franchise sur de bons rails pour le futur, d'avoir le QB qui est en place sur lequel on peut construire. Et si ça prend 2 ans, 3 ans, c'est pas grave, il faut qu'on soit dans de bonnes conditions. Et ben peut-être que c'est la bonne façon de faire les choses, entre guillemets, même si, et je pense qu'on peut en revenir peut-être plus tard aujourd'hui ou dans les épisodes à venir de ce podcast, il y a quand même une grosse question de continuité qui, malgré tout, existe en termes des joueurs. Et voilà, comment dire, les fondations de cette équipe, ça reste TJ Watt, ça reste Cam Hayward, qui sont plus tout jeunes. Et cette fenêtre de 5 ans pour l'attaque, elle est parfaite, c'est la timeline parfaite, j'ai envie de te dire. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit peut-être avec la défense qui est vraiment en mode gagner maintenant? Et puis on va parler encore des additions qui ont été faites au roster entre la fin de saison dernière et maintenant, qui pour moi confirme un petit peu. J'ai l'impression que tu as une équipe qui est en win now pour la défense et qui est en tranquille rebuild en attaque. C'est exactement ça. Hein. Maintenant, alors pour revenir très rapidement sur Colbert, euh, je pense que Colbert a été sur ces dernières années pressé aussi par la philosophie de Tomlin qui était de gagner avec ses gars. Je pense que Tomlin voulait vraiment Possible. gagner avec ses gars, avec Hayward, avec Watt, etc. Il voulait gagner avec ces gars-là, leur apporter un dernier treat avant de partir. Et je pense que c'est pour ça aussi que Colbert a fait des drafts à la fin qui étaient peut-être un peu hasardeuses. Pour moi, il a du sang sur les mains. Tu vois, j'utilise souvent ce terme. Il a du sang sur les mains parce que quand tu regardes les derniers drafts de Colbert, bah déjà l'année dernière, il n'y avait plus personne. Ouais. Et je crois même que l'année d'avant, il y avait déjà quasiment plus aucun mec dans le roster. Donc en fait, ça a été catastrophique les dernières drafts de Colbert. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Je crois que Je vais la ressortir, la dernière draft
de Ouais, Colbert. Je te laisse, hein, mais je vais la ouais, ressortir ouais, parce que c'est ouais, vrai mais que c'est assez elle est cata, intéressant. hein, elle est cata. Il y a plus un mec donc, j'étais toujours un peu par rapport à ça, un peu vraiment, j'en voulais un peu quand même à Colbert. Maintenant, pour ce qui est actuellement, je pense que c'est exactement la mission qu'on a donnée à McCarthy et qui était d'avoir une fenêtre courte pour mettre la franchise sur les bons rails. Et je pense que ça fait encore plus écho avec un gars comme lui, qui est de Pittsburgh, qui a l'âge qu'il a, qui est en fin de carrière d'entraîneur entre guillemets, en se Mhm. disant voilà l'héritage que tu peux laisser dans ta ville natale, voilà l'héritage que tu peux laisser dans sa franchise que t'aimes, c'est de dire ok, j'ai pris la franchise à la fin de Tomlin où il y avait entre guillemets plus grand chose et j'ai construit la recette avec laquelle vous allez gagner sur les années d'après. Et je pense que ça, c'est un discours que tu pouvais pas forcément tenir avec un jeune coach qui avait besoin d'être immédiatement valorisé, montrer ce qu'il valait. Un gars comme McCarthy, je pense qu'on a pu lui dire, je sais pas si on lui a dit, mais je pense qu'on a pu lui dire, c'est pas grave si ton QB il est pas prêt tout de suite, forme-le, les résultats, tu vois, Ouais. tu prends ce qui tombe, et ça on y reviendra. Je pense quand même qu'on a dû lui demander et c'est notamment pour moi la seule explication au retour de Rodgers, parce que sinon on n'avait pas besoin de prendre Rodgers. On a dû lui demander, ok, t'as deux missions. La première c'est d'essayer de gagner quelque chose maintenant avec les vétérans qu'on a sur quelques années, sur 1 ou 2 ans, avec ton système offensif. Prends des risques, vas-y. Et derrière, tu formes tes quarterbacks, 1, 2. On en est là maintenant, on se En demander combien on plus. en forme, mais ouais, peut-être plus. 1, 2, et avec ça, tu nous lâches ça dans 2, 3 ans. Ces gars-là, tu nous les lâches, ils sont prêts, on peut jouer, on a notre franchise QB. Moi, je pense que ça, c'est la mission de McCarthy pour le futur. Et Quelque part, bon, c'est deux missions en fait. T'as vraiment ouais, deux missions en parallèle, quoi. ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est ça, hein. Ouais. Et je pense que C'est ça pas fait un écho. cadeau, hein. Ah non, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, mais je vois que ça comme vu la free agency qu'on a eu, vu la draft qu'on a fait, vu les directions qu'on a fait au niveau quarterback, au niveau choix des hommes, etc., etc. En fait, je vois que cette hypothèse-là, enfin ce contrat-là qu'on a mis entre les mains de McCarthy. C'est-à-dire que sinon, ça Ouais, n'avait non, aucun ça se tient. intérêt. Ah ouais, sinon ça n'avait aucun intérêt d'aller rechercher Rodgers. Ça n'avait aucun intérêt de signer des gros noms comme ça 1 ou 2 ans sur la free agency ou d'aller chercher un Jamel Dean par exemple qu'on a vu sur la free agency qui est une super recrue ou un Jaquan Brisker ou des mecs comme ça pour faire encore une défense encore plus dominante si c'est pas pour essayer quand même de taper quelque chose là cette année. Donc je pense que c'est la Ouais. dernière année de Rodgers. Je pense que ça lui va très bien que ça soit McCarthy parce qu'il le connaît très bien, ils se connaissent très bien, etc. Et je pense qu'ils se disent que là, peut-être que là maintenant, il y a encore une fenêtre pour gagner quelque chose. L'année prochaine, je ne pense pas. Et après, les 2 années d'après, ça servira normalement à monter crescendo avec le QB que tu as formé. C'est mon avis. Juste parce qu'on a parlé rapidement, après je reviens là-dessus. La dernière draft de Kevin Colbert pour les Steelers. Kenny Pickett, parti. George Pickens, ciao. De Marvin Leal, figurant pendant de longues années. Calvin Austin, parti. Connor Hayward, parti. Parti. Mark Robinson, Parti. parti aussi, je crois Ouais. d'ailleurs, hein, cette Ouais, ouais. saison. Mm. Et le QB des fans, Chris Oladokun, le mec qui a pris 3 snaps en training 3 camp, snaps avant de partir faire le QB remplaçant aux Chiefs de Mahomes. et de prendre 2 bagues. Et de prendre 2 bagues. C'est Exactement. le choix de draft des Steelers depuis 10 ans qui a, été, qui a eu le plus de succès. Il n'a pas joué un snap, le garçon. Et tu Tu te rends regardes un petit compte? peu les drafts d'avant, si vraiment tu veux pousser le truc. La draft d'avant, Najee Harris parti. Pat Freiermuth, il est là. Il reste Kenry Pat Green Freiermuth. Et parti. Ice Smith, je Dan crois. Moore. Ice Smith, c'est l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Il doit en rester Mais 2, en je gros, crois. en gros, c'est les deux, hein. C'est les deux, ouais. Bah, C'est puis ça. Watt et Hayward, mais qui sont des, bon, voilà, qui sont là Mais depuis Watt, extrêmement ouais, longtemps. Watt, c'est encore avant. Ouais, et puis Mais Hayward encore ouais, avant. t'as Il toujours reste un quatre monde, hein. joueurs des drafts de Colbert, dont deux icônes qui de toute façon seraient restées quelles que soient les personnes qu'ils avaient draftées. Et voilà, il reste Freiermuth et Ice Smith. Voilà. Et encore, Ice Smith, à voir s'il reste jusqu'au début de la saison. Il y a pas Et mal de tu vois rumeurs le de. nombre de mecs qui ont vraiment quasiment pas fait de carrière du tout en NFL après, quoi. Ouais, Donc ça ouais, dit ouais, que non, mais je te dis, moi, pour c'est moi, dur, hein. Colbert, on a loué pendant longtemps sa compétence. Moi, je te dis, on en avait parlé il y a quelques mois. Je vous avais dit, moi, la plus grosse signature pour moi, c'est Omar Khan et surtout Andy Wade, Ouais. qui pour moi sont deux très bonnes recrues en termes de gestion de front office. Et c'est presque le plus important que après, tu vois, le reste, les joueurs et tout, ça va, ça vient. Bon, voilà. Mais ça, ces deux gars-là, et on l'a vu notamment encore
draft de ligne offensive et de ligne défensive d'ailleurs, que pour l'instant, c'est quasi, à part l'épisode Braddock Jones, qui est encore mitigé, Ouais. bon voilà, pour lequel il y aura probablement, je pense, peut-être une déception. Au-delà de ça, tous les autres mecs qui ont été draftés, même à des postes de profondeur, sont, je parle pas des 6-7e tours, hein, je parle vraiment des mecs, Ouais. voilà, sont Et pour encore, hein, l'instant des tu peux. réussites. Et encore, Ouais. et encore. Là, tu peux, hein, parce que tu as des mecs de cinquième, sixième, enfin à partir du quatrième tour qui sont encore là et qui ont un rôle, hein. Mais Mmh. attends, je voulais revenir sur un truc. Qu'est-ce qu'on disait juste avant? Merde, ça m'a Sur, échappé. sur Colbert, Euh, sur oui, Colbert. non, avant qu'on reparte sur la draft, pardon, avant qu'on commence à parler de la draft, parce que c'est la suite logique, tu as parlé un petit peu des arrivées en free agency. Je te laisse en reparler dans une seconde si tu veux, voir qui nous a rejoint et qui t'intéresse le plus, ou en tout cas t'intrigue le plus. Mais quelque chose qui pour moi est assez intéressant, parce que ça fait un petit peu le lien entre le roster qu'on construit maintenant et la fin de l'ère Tomlin. Un mec comme TJ Watt qui avait toujours dit moi je vais jouer pour personne d'autre que Mike Tomlin. Finalement, ça va. Il a l'air d'être prêt à bosser avec Mike McCarthy. Et on a aussi de ce dont on parlait tout à l'heure, qu'en gros, on dit depuis des années, Mike Tomlin, c'est la seule raison pour laquelle les Steelers arrivent encore à attirer des joueurs, parce qu'on sait que tout le reste, installation, famille, etc., comme on en parlait, c'est pas au niveau de la reste de la NFL, du reste de la NFL. Ben, finalement, Tomlin est parti, on arrive avec un McCarthy qui a quand même réussi à attirer les noms dont tu parlais, en particulier Jamel Dean, qui est peut-être le plus gros nom arrivé cette off-season. Donc peut-être ces barrières un petit peu presque imaginaires qu'on se mettait depuis 2-3 ans en disant mais si Tomlin part, on n'est pas attractif et TJ Watt va partir et peut-être que Cam Ward s'en ira aussi. Bah, a priori, ça va. C'était des barrières qui étaient un petit peu fictives et puis on a quand même réussi à attirer encore des mecs. Et puis la réalité des choses, c'est qu'en NFL, si tu donnes quelques millions de plus qu'une autre équipe, les gens viennent. T'as, je pense que tu as raison. Enfin, je veux dire, globalement, je pense qu'avant, tu avais un argument supplémentaire quand tu avais Tomlin. Parce que humainement, effectivement, c'était quelqu'un pour lequel il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient jouer. Peut-être que cet argument, tu l'as plus désormais, mais tu restes une franchise NFL, tu restes une franchise qui peut donner des bons contrats à certains bons joueurs. Et si tu veux un vrai bon joueur, tu mets un vrai bon prix. Et Pittsburgh est comme n'importe quel autre actif, et n'importe quelle autre équipe, et n'importe quel autre effectif. En fait, les gars, ils viennent. Donc là, le seul, tu vois, je regardais un petit peu les signatures cette année. Le seul sur lequel je trouve finalement un peu la signature, je la trouve bizarre et discutable. C'est contrairement à ce qu'on peut penser, c'est Rodgers. Parce que bon, les autres, on va en parler, mais c'est des bonnes signatures. Mais Rodgers, tu pourrais te dire, bon bah le gars, c'est Last Dance quoi, tu vois. Il arrive, il en fait une, c'est McCarthy qui est là et il vient pour essayer de choper une bague et tu t'en fous finalement de l'argent. Au contraire, tu vas peut-être prendre un salaire. Ils en parlent cette année pendant l'off-season des Lakers, de la dernière de LeBron James. Est-ce qu'il va re-signer, etc. Mais moi, ces gars-là, s'ils veulent vraiment réussir, si comme ils disent, ils ont envie de faire une dernière saison pour partir en beauté sur un titre ou sur au moins la possibilité de jouer le titre, bah re-signe pour le minimum, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Rodgers comme LeBron James, c'est pas des mecs qui ont besoin d'argent, enfin tu vois, je veux dire, bon. Donc tu re-signes pour le minimum. Or, en fait, Rodgers, bah, il a re-signé pour 22 millions cette année. Donc 22 Oui. millions, c'est pas rien. Alors je Après sais que nous l'année avoir fait dernière, galérer encore pendant des semaines comme l'année dernière, ça m'a exactement, bien il avait fait saoulé encore d'ailleurs, sa mais bon. diva, exactement, ça a saoulé tout le monde. Donc en fait, c'est la seule signature pour laquelle je me suis dit, mais en fait, re-signe comme l'année dernière. L'année dernière, tu avais signé à 13 millions, alors c'était pas cher, hein, mais tu avais signé à 13 millions l'année dernière, refait une saison comme ça fait 10 Ouais, millions d'économisés par rapport au truc que tu as fait. 10 millions, tu peux encore aller, avec la marge qui te reste, tu peux peut-être signer encore un gros nom. Alors, est-ce qu'il y avait après, c'est ça, d'autres tu gros vois. noms? C'est encore autre Pour chose, moi, c'est mais ça la question, Thomas. C'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi que enfin, le contrat pour un mec qui a 132 ans, hum, c'est ahurissant. hum. Mais je me dis aussi que, bon, comme on disait, de toute façon, on est dans une transition où de toute façon, le salarié cap, il ne sera pas utilisé cette année. Il ne sera pas max. Est-ce que vraiment, si Rodgers avait signé pour 10 millions de moins, est-ce qu'il y aurait eu des changements Je sais pas, majeurs dans cette équipe? J'en doute beaucoup, tu vois. peut-être que t'aurais pu signer Brisker sur 2 saisons ou sur 3 saisons au lieu de les signer sur une année. Après, peut-être ils avaient peut-être des doutes sur Brisker et peut-être qu'ils le signent un an pour voir et si jamais il fait l'affaire, ils le re-signeront peut-être pour plus cher l'année prochaine. Ça, Peut-être, hein. tu peux aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux peut-être réconcilier l'attaque et la défense et les timelines différents dont on parlait là-dessus. C'est Brisker, vrai. tu viens pour un an parce que Rogers est là pour un an et qu'on a une fenêtre d'un an éventuellement. Hum, Et peut-être que c'est pas une question financière. Donc c'est pour ça que je me dis le premier chiffre que j'ai vu pour Rogers de 22 ou Ouais, millions, 22,5, ouais. je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Finalement, je me suis dit en soi, bon,
Bah, puis c'est un an. Quelle différence, Enfin, tu vois. il y aura pas de dead cap space l'année prochaine C'est avec ça, lui. c'est ça. C'est un an. Bon, voilà, le gars il signe et tout, il y a pas de souci. Peut-être qu'effectivement, c'est pour ça que je te dis, moi je l'ai trouvé discutable. Je te dis pas que c'est une fraude, mais je te dis qu'elle est discutable parce que si vraiment tu veux, après peut-être que je te dis, il a demandé au front office, il a dit, bon, bah, voilà, moi je veux, idéalement j'aimerais 22,5. Simplement, les gars ils lui ont dit, si vous avez besoin de la marge salariale, peut-être qu'il a dit ça. Hein, si vous avez besoin de la marge salariale pour signer un autre gars, prenez. Et puis les gars ils ont dit, bah non, mais nous notre effectif il nous va comme il est. Et puis voilà quoi. Je sais pas. Hein, sachant qu'en plus les Steelers sont une des équipes. J'ai vu passer, j'ai plus la stat, hein, mais j'ai vu passer. C'est une des équipes qui a encore le plus de marge salariale récupérable par la restructuration de contrat actuel. Donc en fait, Ah ouais? si vraiment C'est t'as besoin, intéressant, ça. ouais, c'est elle est, je crois qu'on est 6 ou 7e dans le cap space qu'on peut libérer si jamais on restructure certains Mhm. contrats. Donc en fait, tu te dis si vraiment ils ont une grosse opportunité de signature, peut-être que à ce Ouais, moment-là, bah, ils t'as la restructurent marge. et puis voilà, exactement. Et puis voilà. Mais voilà. Donc ça c'est le seul. Mais quand tu regardes les signatures en free agency des Steelers cette année, Jamel Dean qui est donc la grosse signature. Bon là il le paye 12 millions l'année, donc c'est normal. Hein, c'est la signature d'un C'est un bon paquet chic, ça. corner. Et Franchement. c'est c'est ok. Hein, franchement c'est très ok comme contrat. Tu le signes sur 3 ans. Donc ça c'est quand même bien aussi parce que on attend tous la prolongation de Joey Porter Jr. Je pense qu'elle fait partie des priorités d'intersaison. Bon, bah, Ouais. ça doit négocier sec en ce moment. Mais là, si tu re-signes Porter, bah t'as ton duo de corner pour les 3 prochaines années. Donc donc c'est très très bien et ça va te permettre potentiellement de laisser partir Jalen Ramsey parce que voilà gros contrat, fin de carrière aussi. Donc voilà il Ouais. va voilà. Ensuite tu signes Rico Doodle, un mec extrêmement sous coté qui est un dark horse de ouf. Enfin, vraiment Ouais. voilà c'est un gars qui a connu McCarthy à Dallas. Donc ça aussi c'est pareil, Ça. ça voilà ça compte. Pareil Et peut-être, tu le signes. Thomas, tant qu'on parle de lui très rapidement, euh, la solution, en tout cas sur papier, évidente pour remplacer Kenneth Gainwell qui est parti chercher un gros contrat ailleurs, qu'il a bien mérité d'ailleurs. Hum, Mais voilà, c'est un profil un petit peu similaire qui a en plus le bénéfice d'être un peu plus jeune et d'avoir l'expérience de McCarthy. C'est lui qui va prendre ce rôle, même si je te vois un petit peu moi faire pour des moi il va grimaces. C'est prendre pas le rôle de exactement le même Warren. profil. Ouais, il va prendre le Ouais, rôle de Warren, c'est-à-dire ouais. Je pense qu'il va prendre le rôle attends, qu'avait Warren l'année explique. dernière, qui était un pour moi Rico Doodle est un très bon coureur de zone de zone read. Qui est le système de course prioritaire de Ouais, McCarthy. C'est un très bon coureur de zone. C'est moins un scat back, c'est moins un receveur de passe. Il est capable, hein, il le fait largement. Hein, mais il est ouais, moins ok. bon que Gainwell. Il est moins bon que Gainwell dans cette optique-là. Par contre, à mon sens, ils vont rebasculer Warren sur le rôle qu'avait Gainwell. Et Warren est très bon pour le coup sur. Tu Bon, d'ailleurs, penses? il est très bon. Ah, je Ça va être pense, c'est mon intéressant, avis. ça. Je pense que Rico Doodle sera le starter. Il sera le Ah running ouais? back, ouais, je pense, de première et deuxième tentative. Et je pense que Jalen Warren, pour moi, Jalen Warren est un super running back de troisième tentative. Parce qu'il est capable de bloquer très fort sur les protections de passe, il est capable de courir, il est capable de récupérer des passes. Et pour moi, c'est ça sa meilleure place, qui l'année dernière était dévolue à Gainwell, parce que Gainwell était que un Ouais. running back quasiment de réception et On va pas revenir et sur le débat éternel qu'on avait la saison dernière entre non, toi, mais moi et Vic sur ouais, Warren, mais sur qui Jalen est le Warren. meilleur, mais c'est Mais pas qui est le meilleur, c'est pour moi les rôles qu'ils vont avoir. Je pense que Doodle sera plus un running back pour courir, tu vois, ou du Romal qui va aller chercher les yards sur les premières, deuxièmes tentatives. Je pense que c'est plus dans cette optique-là qu'ils l'ont signé. Et d'ailleurs, partout où il est passé avant, alors, mais à Dallas et surtout aux Panthers, c'est quelqu'un à chaque fois qui, quand il a été titulaire, a fait d'excellentes saisons. C'est un très bon running back. oui. Pour moi, complètement sous-coté. Et tu le signes à 6 millions, 5 ou 6 millions l'année. Tu le signes 3 ans ou 2 ans, je crois. Bon, bah, ouais, GG, quoi. C'est une très bonne signature. Derrière, Sébastien Joseph Day, pareil, complètement sous-coté Oui. comme D-line, très bon défenseur contre la course, qui a joué dans des grosses, alors dans des grosses défenses, mais qui a joué aux Rams notamment, aux côtés d'Aaron Donald, aux côtés de, j'ai oublié l'autre defensive end qu'ils avaient, qui était très bon aussi. Enfin bref, c'est un très bon défenseur contre la Rams? course qui fera, ouais, aux Rams, ouais, c'était, Je me souviens plus des anciens, mais ils ont recruté un qui est moyen, je crois, là, oui, pour bon, l'année prochaine. Je sais plus comment il Charrette, s'appelle. Charrette, je crois, Charrette, ouais, un nom ouais. comme ça, ouais. Kyle Charrette, un Kyle truc comme ça. Charrette. Et d'ailleurs, les Rams, ils vont encore pas rigoler, hein, parce que il me semble que je Et t'as sais pas vu? si c'est vrai ou pas, mais il y avait une histoire de Donald qui devait sortir de sa retraite. Mhm. Ah, si tu Ouais, j'ai commences à vu, ouais. avoir une ligne défensive avec Donald, Smile Charrette et puis l'effectif qu'ils ont quand même à côté,
Ils vont pas faire rire les Rams, hein. Mais bon, Ouais, c'est une ça va équipe être que j'aime sympa. bien, donc voilà, on leur pardonne presque d'avoir pris Charrette. Donc bon bref, on a pris Joseph Day qui à mon avis fera du taf sur la ligne défensive, qui a un vrai profil de nose tackle. Et ça, à mon sens, c'est pareil. Alors on peut en parler, Ouais, on a ça, oublié je vais d'en en parler. parler, ouais. Ouais, on a oublié d'en parler sur le système défensif, mais pour moi aussi l'une des Non, grosses. t'inquiète, on va y revenir là-dessus. Ah, on va y revenir, d'accord, ok. Donc voilà, après, Jaquan Brisker, pareil, c'est un mec, alors lui, c'est un mec de Pittsburgh, qui avait envie de jouer à Pittsburgh, qui a joué à Penn State avec Joey Porter, notamment en universitaire. Euh, Très grosse signature, Jaquan Brisker. Et moi, je te dis, toi qui aimes un peu les safety un peu zinzin, des cogneurs et tout, je pense Yes. que le duo Brisker-Elliott, ah oui, on va se frotter les mains, je pense. On va se frotter les mains parce que vraiment, Ça va ça me déglinguer les paraît, neurones, ça. ouais, ça me paraît vraiment très solide. Et derrière, des choix de profondeur, mais Brock Hoffman, qui était un lineman offensif de Dallas, pareil, sous-côté. Après, le reste, c'est plus anecdotique, mais on est quand même allé chercher Travis Homer, qui est un super special teamer de Chicago, à voir s'il aura une place dans l'effectif. Ouais, je Et t'avoue que puis, Travis Sommer, pour moi, dans mon esprit, bon, j'ai pas prévu qu'on parle beaucoup de lui, mais pour moi, Travis Sommer, c'est le sleeper fantasy de 2013 qui n'a jamais rien ouais, fait, hein. ouais, J'ai non, mais l'impression que ouais. ça fait longtemps que j'avais pas entendu son nom et il est pas si vieux que ça, je suis méchant avec lui. Ah, il Mais était à Chicago l'année dernière, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps, tu vois. c'est un très bon special teamer, hein, et à voir ce qui se passe. Mais moi, je serais Caleb Johnson, je commencerai à m'inquiéter, hein. Vu les Oh, bah là, signatures qu'il y a eu en free clairement, ça, agency, on va y vu qu'il y venir, a eu mais les signatures en free agency et ce qu'il y a eu à la draft, moi je serais Caleb Johnson, je commencerai à m'inquiéter. Et je serais pas surpris qu'il fasse pas ouais. partie de l'effectif cette année. Ouais, je te propose qu'on garde les projections sur l'effectif prochain pour un prochain épisode. Bien sûr. Mais avant qu'on se tourne vers les choix de draft, c'est intéressant. J'ai deux petites choses à dire sur toutes les signatures. Une chose qui m'a marqué, que ce soit les nouveaux arrivants ou les prolongations des joueurs qui étaient là, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et je pense que c'est un petit peu différent de ce qu'on voit dans l'as de la NFL, et c'est pour ça que je l'ai remarqué, c'est la valeur des contrats par rapport aux montants qui sont garantis. Et grosso modo, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de 50% des contrats qui sont garantis pour quasiment tous les joueurs qu'on a signés. Alors qu'on est vraiment dans une ère en NFL où c'est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'argent garanti, y compris quand vous avez 27 accusations par des masseuses. Hein? On est à 100% Ouais. du contrat qui est garanti. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant dans le sens où, mais ça rejoint un petit peu ce que tu disais, j'avais pas fait attention au fait qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités de restructurer si nécessaire. Mais ça rejoint un petit peu cette idée de transition, même si on n'est pas en rebuild comme d'autres équipes le font, où on tank et on va chercher un max de pics le plus haut possible. Mais cette flexibilité, pour moi, elle est super intéressante. C'est-à-dire que tu gardes les joueurs que tu veux garder, mais si tu dis, bah écoute, il faut tout changer dans un an, dans 2 ans, parce que finalement, on change complètement de philosophie, etc., bah, tu t'es gardé cette T'as la manne. possibilité-là. Ça veut Ouais, t'as dire la que manne tu financière. peux. J'ai pas trop fait attention au dead money, etc., mais je pense que ça doit être logiquement lié forcément à l'argent qui est garanti. Et puis ça permet aussi d'éventuellement de faire des trades, quoi, parce que les mecs, ils sont pas en 100% garantis. Tu peux éventuellement trader quelqu'un si tu as besoin. Et voilà, c'est un petit point que j'ai remarqué, en particulier avec les dernières signatures de Darnell Washington et qui était l'autre qui avait signé juste avant? Nick Qui a, Herbig. qui a Ça a prolongé, c'est beaucoup Herbig, parlé de ouais. Nick Herbig. Ça a Herbig, ouais. beaucoup parlé de Nick Herbig grâce à un gros contrat pour un mec qui n'est pas titulaire, etc. Euh, Sur Nick Herbig, d'ailleurs, je comptais en parler, j'avais oublié. Deux choses. Le contrat, pour moi, me choque pas du tout en termes du montant. Non. Parce que dans 2 ans, on regarde ce contrat, on dirait putain, c'était un bon deal. Parce Ouais. qu'on sait que de toute façon, le cap space augmente tous les ans. Par définition, c'est un truc qui Surtout sur les augmente. pass rushers. Exactement. Et puis le montant garanti, il est vraiment pas beaucoup pour Ouais. Herbig, hein. Attends, Ouais, non, mais je suis je vais d'accord essayer avec de toi. retrouver ça vite fait. Non, non, mais c'est Nick très bon. Et puis, Herbig. et puis surtout, ils re-signent les bons. Ils re-signent les bons joueurs, quoi, tu vois. Ils Ouais, ouais. re-signent Herbig, ils re-signent Washington, ils vont signer probablement Porter. L'année prochaine, ils s'attaquent aux signatures, je pense, de la ligne offensive. Et comme tu dis, il y a Ouais. une manne financière qui est encore disponible et qui sera. En fait, c'est pour ça que je te dis que moi, je trouve que Omar Khan et Andy Wild font un excellent travail dans le front office. Que ce soit au niveau de la draft, au niveau des montants des contrats, au niveau de la gestion du salary cap, etc., etc. Le seul truc qui est, à mon sens, pour l'instant encore un peu handicapant, c'est le contrat de TJ Watt. Mais bon, t'en as un et au final, à côté, t'as tellement de place, t'as tellement de possibilités à côté que finalement, tu te C'est dis, ça. tu vois, ok quoi, tu vois, et le gars, il va finir son truc ici. Peut-être même que t'es pas à l'abri que l'année prochaine, tout le monde dit qu'il est sur le déclin, mais t'es pas à l'abri de dire que, et je pense, je suis très hypé aussi par ça. J'attends de voir ce que va faire Patrick Graham avec cette défense parce qu'on en a pas parlé, mais la C'est toi qui signature me de spoil, Patrick Thomas, cette Graham fois.
Et la signature de Patrick Graham, je pense que je te laisserai le développer, mais je pense que c'est un des gros moves de l'off-season également. Et t'es pas à l'abri qu'avec les gars qui ont le talent qu'on a en défense, s'ils sont bien utilisés, bah t'es pas à l'abri qu'un TJ Watt il te replante une saison avec 10-12 sacs, ce qui serait très convenable pour un mec de, enfin tu vois, 12-13 sacs, ça serait très bien, surtout Ouais. si sur le côté de là t'as Ice Smith et Herbig qui t'en plantent la même chose. Bon bah en fait en vrai, tu vois, t'es très bien. Donc non, je trouve que la gestion financière de ce roster, elle est particulièrement brillante de la part de Mark Hahn. Ça te laisse des possibilités et à l'instant T et dans le futur sans te condamner. Et en plus de ça, tu vas avoir probablement un franchise QB rookie que tu vas avoir sous contrat rookie, donc qui va pas te coûter très cher, et tu vas pouvoir Exactement. l'entourer avec ta jeune ligne offensive à qui tu vas pouvoir re-signer, que les bons, ceux que tu as envie de garder, et tu vas pouvoir construire un roster en payant cher tes autres joueurs à côté avec un contrat QB rookie, ce qui est en grande partie Avantage la clé du principal que tu succès. peux avoir en NFL, hein, clairement. Exactement. Ouais, Exactement. juste parce que j'ai dit que j'allais retrouver le chiffre. Donc, Nick Herbig, c'est en gros 25 millions par an sur 4 ans, donc un contrat à 100 millions, mais uniquement, entre guillemets, 42 millions de garantie. C'est-à-dire que si tu prends la valeur nominale de 25 millions par an, je crois qu'il est top 10, top 12, je crois, en NFL à son poste, mais tu prends l'argent garanti et il est top 25, je crois, Ouais, quelque chose comme 25, je ça. crois. Ouais, c'est ça. Mm. Donc tu gardes un mec qui a clairement un potentiel. Faut pas oublier que bah, Watt et Highsmith, mine de rien, ils commencent à avoir Mm. un petit peu de kilomètres au compteur aussi. Ouais, Tu gardes ce mec-là, qui de toute façon va jouer. c'est Des sûr. systèmes où tu n'as que deux aides rushers, ça n'existe plus, c'est Et impossible. même pour la rotation, pour la fraîcheur, pour ceci, tu Mais peux oui, distiller voilà, tes, tu c'est peux ce que je dis. distiller tes reps en 3 et en vrai être efficace avec les 3 tout en donnant du temps de jeu à Ouais, Herbig, en prolongeant aussi peut-être la fraîcheur et la durée de la carrière de TJ Watt qui va peut-être pouvoir aller jusqu'au bout sans être vraiment complètement cramé sur les fins de carrière. Ice Smith, à voir ce qu'ils vont faire avec lui, mais je serais pas surpris quand ouais, même qu'ils le gardent. Donc, ouais. euh, donc non, pour moi c'est très intelligent comme choix. Et du coup, je t'ai dit que tu m'as spoilé. La question que j'allais te poser, Thomas, c'est avant draft, donc sans parler des joueurs draftés, que ça soit free agency, staff, etc. Quel était le nom, en tout cas la personne qui te hypait le plus ou qui donnait le plus d'espoir? Et pour moi, ma réponse aurait été Patrick Graham, exactement pour ce que tu as commencé à dire. On a parlé de Tomlin, on a toujours dit depuis des années que Tomlin avait toujours la main mise sur la défense, peu importe qui était le coordinateur défensif. Ce avec quoi je suis d'accord en partie, mais je reviens toujours avec cet argument de quand tu changeais de coordinateur défensif, les stats changeaient quand même, tu vois. Donc il y avait quand même des différences, mais bref. Et là, tu as un coach offensif qui va clairement passer son temps avec l'attaque et en particulier les QB. Et donc Patrick Graham qui va vraiment avoir les clés du camion pour la défense Hmm. et qui va arriver avec peut-être d'autres idées. Et ça fait des années et des années à chaque off-season qu'on nous dit ah, peut-être qu'on va essayer de bouger un petit peu TJ Watt pour pas qu'il soit toujours du même côté, bla. C'est jamais vraiment arrivé. C'est arrivé aux premières semaines du training camp et après on oubliait. Euh, on le sait que sur le papier, on a une défense mais extrêmement talentueuse. Extrêmement talentueuse. Il n'y a aucune raison justifiable pour avoir tout ce talent. Je ne parle même pas des contrats. Je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas de la défense. Je m'en fous. Le talent, les joueurs que tu as, et que tu arrives à être 25, 26, 27e défense de la ligue en yard concédé, c'est inexcusable. Ouais, je suis entièrement Alors, d'accord est-ce avec toi. qu'un mec qui va avoir les clés du camion, qui va pouvoir vraiment faire la défense comme il le souhaite, avec des joueurs qui ont pour l'instant l'air d'être en tout cas prêts à faire les changements qui sont possibles, il y a quand même un gros facteur là qui peut changer, un gros facteur X. Théoriquement, tu peux passer d'un bottom 10 de défense à un top 5. Théoriquement, c'est jouable, tu as le talent pour le faire. Et c'est pour ça que moi, au-delà de l'attaque, des joueurs, au-delà du head coach, voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est quel va être l'impact de Patrick Graham. D'abord, quelle va être sa philosophie et comment est-ce qu'il va essayer de tirer le meilleur de cette défense. Et s'il le fait, mais l'upside, il est immense. T'as entièrement raison. Alors, je sais pas si j'aurais été jusqu'à dire que c'était le choix qui me hypait le plus, mais en tout cas, c'est au-delà de la hype, c'est en tout cas ce sur le quoi je suis curieux quoi, tu vois. C'est-à-dire que voilà, je vais pas dire que c'est une hype parce que la hype, c'est vraiment que je sois, tu vois, j'ai envie. Moi, je suis plutôt un mec qui aime les attaques, donc Ouais, c'est difficile, mais en tout cas, je suis curieux de voir ce qu'il va réussir à faire. Patrick Graham, c'est un gars que je vais pas te mentir, c'est pas quelqu'un que je connaissais plus que ça avant qu'il arrive à pareil, hein, d'ailleurs, Pittsburgh. je ne vais pas faire le mec. Voilà. C'est, peut-être que c'est important que je précise.
en soi, voilà, je connais pas du tout le mec, je connais pas son Mm, expérience, je suis pas allé voir ses philosophies, etc. Mais rien que le fait qu'il y ait un nouveau mec aux commandes et aux manettes, mm. et qui, à ce que je vois, ses déclarations, etc., a l'air vraiment d'avoir une ouverture d'esprit en termes de se dire, bah, écoutez, c'est pas je viens avec ma façon de faire et puis il faudra que tout le monde Le euh, diapason, ouais. se mette à suivre ce que je veux, et plutôt de se dire, il y a un talent énorme et je veux vraiment en tirer le mieux. Bah Voilà, ça m'intéresse. voilà, c'est là que je voulais en venir parce que du coup, je connaissais pas Patrick Graham. Alors, comme n'importe quel fan des Steelers, un minimum intéressé, je suis allé regarder un petit peu qui était ce gars, d'où il venait, quels étaient ses systèmes défensifs, ses couvertures, ses schémas, quelle était sa philosophie, enfin voilà, des trucs comme ça. Et Patrick Graham, c'est quelqu'un qui a eu son premier poste de coordinateur défensif au Las Vegas Raiders. Alors bonjour du cadeau. Quand tu te récupères la défense des Raiders avec aucun talent, parce que clairement les Raiders ces dernières années, ils avaient aucun talent, quasiment aucun choix de draft défensif parce qu'ils essayent de trouver leur franchise QB, une franchise en complète reconstruction. Donc en fait, c'était vraiment quelqu'un qui a hérité d'une défense très très mid, pour ne pas dire faible. Et pourtant, il a réussi avec les Raiders à faire quand même quelque chose d'intéressant avec sa défense. Alors sa défense c'était pas, attention, hein, c'était pas la Legion of Boom, mais par contre sa défense était intéressante. Il arrivait à faire des choses avec pas beaucoup de matos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et sa Ouais. philosophie de coaching a toujours été de tirer la quintessence des joueurs qu'il avait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas avec un schéma en se disant on va jouer ça. Il arrive avec en disant ok, ça c'est mon matos, ça c'est mes joueurs, ils excellent dans ça, 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 ça. Maintenant, comment je peux, quel système défensif au pluriel je peux mettre en place avec ces Ouais. gars-là pour que ces gars-là soient dans les meilleures dispositions pour faire ce pourquoi ils sont bons. Et ça, pour moi, avec le talent qu'on a dans cette défense à Pittsburgh, avec les joueurs, les individualités qu'on a dans cette défense, si tu arrives à retranscrire ce schéma-là qu'il a pris aux Raiders et le transmettre avec le talent que tu as à Pittsburgh, mais comme tu dis, on peut légitimement, sans trop s'enflammer, se dire que tu peux aller chercher un top 5 avec le talent de cette défense. C'est certain. C'est certain. Et Ouais. j'ai regardé un petit peu, il a quand même plutôt tendance à jouer des CoF 2 plutôt que des CoF 3 en couverture, ce qui est globalement la direction vers laquelle se réorientent un petit peu les défenses NFL, qui a eu Mhm. cover 2, c'était vraiment avant, c'était à l'époque, à une époque un peu lointaine. Ensuite, ça a basculé un petit peu sur tout ce qui est cover Ouais. 3, les hybrides, etc. Et là, c'est en train de revenir un petit peu aussi sur de la cover 2 parce que le jeu de passe étant tellement, étant tellement développé, etc. que avoir deux safety vraiment sur des couvertures profondes, c'était Mhm. des fois peut-être un petit peu mieux que d'avoir, j'allais dire, c'est bizarre de dire ça sur une cover 3, mais d'avoir un seul vrai safety en couverture Ouais. profonde. Et ça, je pense que avec le personnel défensif, notamment les defensive backs qu'on a cette année, je pense que là, on peut quand même avoir ça peut faire des chocs à pic, hein, comme on dit. Oh, l'expression de il y a longtemps. Ouais. Choc à pic existe toujours, hein, je te ferai dire. C'est pas une expression de C'est boomer, vrai, c'est vrai. ça existe C'est vrai. toujours. Ouf, ouf, ouais, bon. Ouais, peut-être. Allez, ça passe. Ouais, Ça peut-être, passe, c'est peut-être. autorisé. Après tout, on allait chercher un QB, un head coach qui avait 10 ans de plus que le précédent. Donc, Et on a je Rogers. ne Je suis juge encore plus. dans la Je bonne ne juge époque, hein. pas. Je suis encore dans la C'est bonne vrai. époque. Rogers qui est né avant l'invention de Flacco. Chocapic et Avant juste Joe après la Flacco. naissance de Joe Flacco. Des Joe Donc, Flacco, ouais. pour ceux qui nous Exactement. écoutaient la saison Ceux, dernière déjà. ceux qui auront la ref. Ouais, exactement. Non, mais voilà. Thomas, Moi, je question très suis. importante. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on essaye pour une fois dans notre vie de faire un épisode de moins de 2 heures ou est-ce qu'on Sur la commence à draft? partir Oui. sur la draft? Alors, on peut On va parler être de la draft, raisonnable? Ouais, on va essayer d'être raisonnable sur la draft. On va essayer d'être raisonnable. Attends, je dis ça, Thomas. Du coup, la question que je t'aurais posée, à laquelle j'aurais répondu moi, Patrick Graham, si je te la pose, le nom ou la chose qui te hype le plus parmi les gens arrivés, hormis les joueurs draftés. Qui me hype le plus? Ah, c'est dur parce que, non, moi j'aurais dit la défense en règle générale. Enfin non, en fait, en vrai, c'est Ouais. très dur. C'est très dur parce que tu vois, finalement, l'arrivée de McCarthy me hype quand même. Parce que c'est le premier vrai head coach offensif qu'on a. Et je me dis, tu peux avoir une attaque qui tourne et qui est vraiment intéressante à regarder. Parce que moi, je regarde les matchs essentiellement pour les attaques. J'aime beaucoup les défenses. Hein. Mais c'est d'ailleurs paradoxal pour un mec qui supporte les Steelers. Oui. Mais, euh, mais, euh, mais j'aimerais que les Steelers aient soit une franchise aussi d'attaque. Donc j'ai tendance plutôt à te dire cette attaque va me hyper, mais quand je vois les signatures sur la free agency, quand je vois ce nouveau head coach, ce nouveau cordeau défensif, quand je vois les DB qu'on a signés, quand je vois tout ça, il y a trop de choses. Franchement, je peux pas te dire tel ou tel truc qui me hype. J'arriverai pas à choisir vraiment. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que au final, McCarthy,
Ben, j'étais pas super hypé au début. Finalement, la hype est quand même présente. C'est bien, quelque part, si on t'avait dit il y a 3 à 4 mois de donner une chose qui te hyperait arriver au mois de juin et qu'on t'aurait dit, bah, tu sais, en juin, tu dirais, il y a beaucoup de choses qui me hype, ça Ouais, aurait été pas mal. Je pense ouais, que tu j'aurais aurais eu signé du les mal à deux y pieds et des croire, deux mains. peut-être même. Ouais, ouais, Ouais. ouais, complètement. Faisons vite sur la draft parce que je pense qu'on pourra y dédier encore au moins 1 ou 2 épisodes, surtout quand on parlera de la construction de l'effectif pour la saison prochaine. Très rapidement, les choix de draft pour les Steelers cette année, il y en a eu beaucoup, un petit peu à ma surprise d'ailleurs. Max Yanatcher, l'offensive tackle au premier tour, Jeremy Bernard, de receveur au deuxième. 3 choix de troisième tour, Drew Allard, le QB, Dalen Everett, le corner, et Jennings Dunker, le guard. 4e tour, Kaiden Wedgen, qui est listé comme un receveur, Ça mais va. qui est surtout un spécialiste de retour. Au 5e tour, Riley Novakovsky, qui est un fullback. T'as 6e listé comme tour, un tight Gabriel end, mais Rubio, oui. j'avais complètement oublié son nom. Ouais. Ouais. A priori, un fullback chez les Steelers. Mm, mm, Defensive end au 6e tour, Gabriel Rubio, que j'avais complètement oublié d'ailleurs, c'est mm, marrant. Et mm, 2 choix de 7e tour, Robert Spears Jennings, un safety, et mm, Eli Heidenreich, le running back, wide receiver, mm, couteau suisse mm. de Navy, qui pareil lui aussi et de Pittsburgh. C'était assez cool d'ailleurs, l'histoire était sympa de le voir Mm. arriver sur scène au 7e tour à la maison, c'était assez cool. Ouais. Beaucoup de choix, moi c'est la première chose qui m'a surpris, c'est que les Steelers ne se cachaient pas jusqu'à la saison dernière en disant on est dans le business d'accumuler des choix, Mm. d'accumuler des pics. Et la raison, peut-être, qui n'était pas officiellement déclarée, mais qui était un petit peu évidente, c'était on accumule du capital, comme ça on pourra utiliser tout ça pour monter et aller chercher le franchise QB. C'était prévu par beaucoup cette année. La classe de QB devait Mm. être très dense cette année. Finalement, il y a la plupart des prospects qui ont décidé de rester en collège 1 an de plus, ce qui est de plus en plus fréquent parce que les mecs peuvent faire plus d'argent en collège maintenant que C'est sur un ça. contrat rookie. C'est ça. Et du coup, pour moi, je voyais bien l'opportunité pour les Steelers de dire d'accord, on avait 10 ou 12 choix avant la draft, de dire ok, bah 12, écoutez, ouais. on va en trader un maximum pour des picks de l'année prochaine. Hein, on a 3 choix de troisième tour. Mais si tu balances, t'en balances 2 et tu récupères un choix de deuxième l'année prochaine, etc., tu peux continuer à monter. Manifestement, c'était pas la vision des choses. En tout cas, c'est pas ce qui a été fait. On a choisi quand même, je crois, on a choisi 10 joueurs, c'est ça? 1, 2, 3, Ouais. 4, 5, 10, ouais. 6, 7, Ouais, 8, ouais, 9, c'est ça. 10 joueurs en faisant des trade-up pas massifs, mais de quelques pics dans certains tours pour aller chercher des joueurs, en particulier Jeremy Bernard au deuxième tour. Mm. C'était ma plus grosse surprise, moi, c'était de se dire qu'il y a vraiment une volonté de renforcer l'effectif maintenant, plutôt que d'avoir cette vision encore sur 2 3 ans. Je ne vais pas parler du poste de QB, Thomas, parce que je pense qu'on peut encore faire 1 heure juste sur le poste de QB et le plan. Mais en soi, ça a montré pour moi beaucoup de choses cette draft. Le fait qu'on aille chercher autant de joueurs, c'est qu'il y a une vraie volonté de construire tout de suite et qu'on va pas être patient, entre guillemets. Alors, oui, je t'avoue que la draft, alors, si tu m'avais, tiens, voilà un truc qui me hypait de fou. Voilà, la draft de cette année des Steelers me hypait de dingue parce que avec 12 ou 13 choix, je sais plus, 12 je crois, avec 12 choix, j'avais envie de voir où allaient aller les Steelers. Et effectivement, je pense qu'ils se sont retrouvés un peu pris de court par le fait que beaucoup de QB décident de rester en universitaire et que du coup, c'était Ouais. peut-être pas l'année pour aller chercher comme ils le pensaient leur franchise QB. Euh, Ce qui explique d'ailleurs peut-être aussi la resignature de Rodgers. Mais mettons. Et du coup, j'avais envie de voir où ils allaient aller. Il y avait avant la draft pour moi 2 gros postes à pourvoir, qui étaient le poste de garde et le poste de receveur. Pour moi, c'était les 2 grosses priorités. Et puis après, tu avais des postes un peu plus discutables, qui étaient offensive tackle, qui étaient safety, tu vois, un petit peu D-line, etc., etc. Enfin, après, c'était de la profondeur. Moi, j'ai envie de revenir avant ça sur quand même un petit épisode qui est pour moi le seul petit point noir, gros point noir de cette draft, c'est que l'épisode avec Mackay Lemon. Alors ça, il va falloir quand même que c'est pour le coup, autant j'ai tendance à adorer Omar Khan et à trouver qu'il était hyper compétent, etc., etc. Là, ça c'est une erreur de Teletubbies. Bah, je veux dire, se faire humilier comme ça non mais se faire C'est humilier gênant. comme ça, c'est gênant. Moi, j'ai été gêné. J'ai été gêné et alors en plus de ça, Dallas
j'ai été choqué que Dallas accepte. Alors ok, c'est le business, hein, accepte de laisser leur choix aux Eagles. Tout ça ils vont se retrouver là pendant 5 ans avec Mackay Lemon qui joue en phase 2 fois par an. Donc pendant 10 matchs, ils vont se bourrer Lakai Lemon là sur 5 ans et ils l'ont laissé tu vois passer, ils ont laissé les Ouais. Eagles passer devant Pittsburgh. Alors, c'est bien fait pour notre gueule parce que on Moi, voyait très déjà rapidement, peut-être, avant qu'on rentre plus en plus de détails, pour ceux peut-être qui n'ont pas trop suivi, qui nous écoutent, ouais. ce qui s'est passé pendant cette draft et cet épisode-là, tu veux faire un petit récap très rapide? En gros, voilà. En gros, ce qui se passe, c'est que Pittsburgh draft au 21e choix et juste avant Pittsburgh, c'est Dallas qui a le choix 20. Et le pick, enfin le compteur arrive à Dallas qui est 20e et les Pittsburgh du coup a prévu Mackay Lemon tombe. Il y avait 3 gros receveurs à cette draft. Hein. Il y avait Carnell Tate, il y avait Mackay Lemon et puis le dernier c'était bon, j'ai perdu le nom du dernier, mais bon L'autre bref, mec qui est pas chez nous. oui Tyson. Et oui, Tyson, c'est ça. Et globalement, les 2 premiers partent, donc Tyson et Tate partent très vite, et Mackay Lemon commence à chuter dans la draft. Et du coup, tout le monde le voit arriver jusqu'à Pittsburgh, y compris du coup Pittsburgh, puisque c'était un des 2 postes que Pittsburgh recherchait. Et pour le coup, drafter un top 3 receveur au 21e choix, c'est un vol complet pour Pittsburgh. Sachant que drafter un garde au premier tour, c'est pas un poste où tu as forcément besoin de signer 5 ans, tu vois, avec un gros contrat, un Ouais. garde. Donc, c'était pas plus mal de pas sélectionner un garde au premier tour. Là, donc le choix de Dallas arrive et Pittsburgh étant persuadé que du coup, les Cowboys n'allaient pas choisir un receveur puisqu'ils ont déjà C'est Dylan et CD George Lamb Pickens. et notre bon vieux George. Donc il savait, Pittsburgh sait que Dallas ne va pas prendre un receveur et du coup Pittsburgh se dit eh ben voilà, c'est dans la poche, Mackay Lemon il est pour nous, on l'appelle directement et on lui dit félicitations mec, tu viens chez nous. Et la caméra est sur Mackay Lemon qui reçoit un coup de fil des Steelers et qui lui dit mec tu vas jouer chez nous l'année prochaine. Sauf que le compteur pendant ce temps-là il tourne, le choix est encore sur les Cowboys et les Cowboys reçoivent un appel des Eagles qui leur proposent de faire un trade-up pour passer devant les Steelers. Et là c'est là que donc c'est effectivement complètement ahurissant que les Steelers aient fait se soient vus trop beau trop vite, ils auraient juste dû attendre, au moins pour pas passer pour des cons. Et c'est encore plus ahurissant que les Cowboys, qui sont des rivaux de division des Eagles et des rivaux historiques, c'est un peu comme si nous, on avait choisi de laisser un top 3 receveur aux Ravens de Baltimore. Tu vois, et en se disant, ben, allez-y, prenez un receveur, un des meilleurs de la draft, et puis on va niquer les Dolphins de Miami ou je ne sais quelle équipe, on n'en a rien à branler, parce que de toute façon, ils sont pas dans notre division et on les croisera probablement pas souvent. Voilà. Et on est passé pour des cons. Chez Ouais. nous, Ouais, c'est tu surtout vois, ça. voilà. Et Après, tu ça, vois, la dynamique dans l'autre division, je m'en fous un peu, entre moi aussi. guillemets. C'est le business, tu vois. Mais ouais, C'est le business. S'il y a quelqu'un qui vient te proposer un ouais, bien capital sûr. quel qu'il soit et que ça change pas ton pic, tu auras quand même le mec que tu veux avoir 2 pics plus tard. Non, mais Écoute, rappelle, à faites ce ce que vous moment-là, voulez. moi je comprends ce que tu Mais dis, c'est la Romain. gênance de notre côté. C'est la gênance de chez nous La d'appeler gênance, un je suis mec d'accord, avant qu'il soit sur la. Voilà. mais même d'un point de vue de Dallas, gros, imagine, t'es dans cette situation. Ok, t'as prévu ça, les Eagles t'appellent, veulent changer. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'appeler Pittsburgh et de dire à Pittsburgh, bah écoutez, voilà, là, soit vous tradez, vous venez prendre un pic au-dessus et vous m'offrez ce que Ouais, ouais. m'offre Dallas, Non, c'est vrai. enfin ce que m'offre Philadelphie, et puis on vous laisse Mackay Lemon, sinon on va trader avec eux, ils vont passer devant vous, et s'ils veulent passer devant vous, c'est qu'ils veulent vous le prendre. Tu vois, Ouais, et ouais. ça, je trouve Ouais, ouais, ça ouais. tu vois ce que je veux dire c'est ça que je trouve aussi un peu dommageable de la part des Cowboys parce que bah, je te dis Ouais, alors ça peut être un four hein Lemon hein, mais si c'est un top receveur NFL ils vont se le bourrer pendant 5 ans face à eux je trouve ça juste bizarre quoi ouais, et puis ouais. la Après, très gênance franchement, moi, je l'avais dit pendant la draft. Franchement, ce que font les Cowboys, je m'en fous un petit peu. Tu vois. Et oui oui, ça aurait été bien, entre guillemets, ça aurait été bien qu'ils nous disent ça. Après, très peut-être franchement, qu'ils si l'ont t'es fait hein Omar Khan, si t'es Omar Khan et que tu te dis, voilà, tu reçois un appel des Cowboys qui te disent, quelqu'un va passer devant, machin, est-ce que tu y crois? Ou est-ce que tu dis petit bluff pour essayer de récupérer un truc pour un pic, tu vois? peut-être Je sais pas. Honnêtement, je sais peut-être pas. Moi, ce qui me mais dérange vraiment le dans tous plus, les cas c'est une erreur pour moi c'est une erreur de Pittsburgh au moins dans la manière de faire ouais, c'est-à-dire sûr, que non, mais certains, voilà certains. Et voilà au-delà de la manière, la le gênance fait que tu appelles le mec avant que ce soit à mais ton tour de ouais choisir, mais ouais franchement, c'est gênant. c'est gênant Ce qui me dérange encore plus, peut-être, c'est que ça veut dire que
tu t'es relâché, quoi. C'est-à-dire que Ouais, t'as la War Room qui a dit, bah, c'est bon, on a d'autres mecs. Je pense que ça a dû faire des high fives, ça a dû serrer des mains, etc. Tout le monde s'est levé. Il y en a qui sont partis aux toilettes, il y en a qui sont c'est ça. partis RGG, refais-moi un boire un café, café. deux glaçons avec mon Voilà. whisky, s'il te plaît. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est exactement ça. Et puis 2 minutes plus tard, bah, t'es on the clock, t'as 8 minutes. Pour Et choisir un bah, choix, tu sais pas qui voilà, tu vas prendre. exactement. Alors, j'ose espérer quand même qu'ils sont restés professionnels malgré ça et que le choix de Yena Shore était quand même un choix Ouais, réfléchi. ouais, voilà. Je pense quand Oui, il y a un même. système. Enfin, Voilà, je pense avant quand que, même. voilà, Voilà. peut-être pour ceux qui sont moins au fait que nous sur la façon de faire des drafts, il y a un système dans toutes les équipes et c'est similaire partout. Donc, a priori, toutes les équipes ont un big board, ce qu'on appelle un big board, donc c'est un tableau Tableau avec de tous les draft. joueurs qu'ils ont à certains postes et qui voient comme étant une bonne valeur À tel un ou tel pick ou pic. un autre, ou un tour à un autre. Donc, a priori, tu as le mec que tu avais numéro un de ton big board à ce moment-là qui part, mais tu repars pas dans une recherche de la merde à qui d'autre on peut penser. Tu vois, Hmm. tu as le prochain sur la liste. Mais, Ce qu'on appelle un panic pick, quoi. Un panic buy. ouais, c'est Hmm. ça. Mais c'est pas aussi simple que tu as une liste complète dans l'ordre et que voilà, une fois que tu as enlevé les noms, bah, le prochain c'est le meilleur. Parce que tu as une dynamique de poste, tu as une dynamique de qui est déjà parti dans cette draft à quel poste. Ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'on ait un receveur au deuxième tour parce qu'il y en a peu qui sont. Voilà, ce Hmm. genre de choses. Hmm. Mais c'est vrai que ça te crée une panique au moment où tu es on the clock qui franchement ne devrait jamais arriver. Mais non, parce que l'air de rien, Après, t'as que 8 minutes pour choisir. Même si t'as prévu oui, ton truc, même si ceci, même si cela, déjà, faut que tu te remettes un peu du truc. Ça te tombe sur la tête, il faut qu'immédiatement tu ressortes la tête de l'eau et que tu te dises, bon bah voilà, ok, pas de panique, on avait prévu notre truc, ceci, cela. Bon, je pense que c'est des professionnels, je pense qu'ils sont parés à ça, mais compte tenu de la situation qui s'est passée avec Mackay Lemon, sur le professionnalisme, bon bah on en ouais, a pris un ouais, petit c'est coup là gênant. pour le coup, tu vois, voilà. C'est vrai, Donc, c'est vrai. malgré tout, Après, moi ce qui me plaît, Romain, juste avec, vas-y. pour finir avec ce premier tour, moi ce qui me plaît, c'est que on a pris ce coup sur la tête et immédiatement on est allé chercher euh, la base, c'est-à-dire quelque chose de fiable. On est allé chercher immédiatement les fondations. C'est un peu genre la bouée de secours, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le truc fiable sur lequel tu vas t'accrocher pour pas couler. Et c'est un O-line. Et ça, les O-line, on le dit toujours, même si on en est au quatrième qu'on a drafté, enfin même 5 avec Gennings Dunker, euh, Ouais, on est sur de la construction solide, sur des choses qui vont nous apporter sur le futur. Et l'air de rien, j'aime ce panic pick entre guillemets qui est allé, on est allé chercher quelque chose dont on savait qu'on serait entre guillemets pas ouais, déçu. Voilà. ouais. Et là où je te rejoins, c'est que, alors oui, il y a forcément eu de la panique, etc., parce qu'on en a assez parlé. Mais le gros risque dans ces cas-là, c'est d'aller chercher le mec suivant au même poste, un peu par définition. Ce que les Steelers ont fait, hein, qu'on le veuille ou non, qu'il ait admis ou non, Artie Burns, hmm, Ah oui, tout à fait. Terrell Edmonds, Exactement. voilà, c'est Exactement. deux cas où les Steelers pensaient avoir leur mec, un choix ou deux avant, Mm. il y a quelqu'un d'autre Ça qui allait saute. prendre le mec Mm. qu'ils voulaient, et plutôt que d'aller chercher un autre poste, ils se sont dit, bah non, on a un besoin ce poste, on va prendre le mec suivant, même s'il était projeté de partir au troisième tour, ben, et c'est comme ça qu'on prend un gamin comme Artie Burns, je crois qu'il a 21 ans à ce moment-là, Mm. qui Et arrive qui est avec pas une prêt. pression énorme et qui se crame parce que Mm. voilà, Mm. on met une pression monstre sur les épaules qui n'aurait jamais dû être là. Bref, Mais tu vois, donc là où je te rejoins, c'est ça. Le fait d'avoir dit OK, pas de panique, ce mec-là est parti. Euh, ok. si on avait, s'il était parti au 10e pick, ce qui était possible en plus, qu'est-ce qu'on aurait Sur qui fait? on irait. Voilà, Voilà. voilà. Exactement. Et Et, ça, tu vois, et je pense c'est pas. que Vas-y, vas-y. on pourra reparler de la ligne offensive. Honnêtement, je pense qu'il y en a tellement de choses à dire sur la ligne offensive et la ligne défensive, on pourrait faire un épisode uniquement dédié aux tranchées. Peut-être qu'on fera ça dans les semaines à venir d'ailleurs. Mais le choix, a priori, moi, me plaît pas mal. Ouais. Ça laisse beaucoup d'options. Et juste pour finir sur Mackay Lemon, euh, j'ai vu l'interview qu'il a donnée après avoir été choisi. Le mec est sur Vénus, à peu près, je Je pense. pense que le mec est Pickens friendly. Tu vois? Ouais, Je mais pense que ouais, là, il et est Pickens c'est pour 2.0, hein, ça que le mec est dans ouais, une autre ouais, ouais, ouais. galaxie, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis que au final, c'est peut-être encore une fois un mal pour un bien. Parce que un mec comme Ouais, ça, tu sens que c'est un très gros joueur, on est d'accord, hein. Mais tu sens que, tu sais, il y a un truc, quoi. Il y a dans l'extra sportif, tu sens que le mec plane, tu sens que ouais, il est un peu sur une autre planète, etc., etc. Et ça, a l'air de rien, c'est toujours un petit peu le coin flip, quoi. C'est-à-dire, tu lances et si le gars, il se ouais, découvre une vie de professionnel, ça se passe bien. Par contre, si le mec, il fait une Henry Ruggs ou je ne sais quoi, bah là, c'est ouais. la Et cata, puis quoi. les Tu vois. receveurs. Elle est receveur au premier tour avec une attitude C'est bizarre typique. qui font jamais rien. Ah, il y en a. Ouais. Il y en a eu, je sais pas pourquoi, tu vois, en parlant de ça, je repensais à un mec, je sais pas si tu vas te souvenir de lui, Laquan Treadwell, qui avait été drafté par les Vikings au premier tour, je sais C'est plus vieux, c'était quand, ça. il y a bien 7 8 ans. Ouais, ouais, Attends, ouais. attends, je regarde.
Ou une dizaine Ah, d'années, putain, je c'est pense plus vieux que même. ce que je pensais, c'est il y a 10 ans, ouais. Il y a Ouais, 10 c'est ans. ça. Mm, Et le mec, c'était ouais, le receveur star de la draft, a mm, priori, mm. etc. Le mec était partout. Je me rappelle, je sais pas pourquoi, je me souviens de ça, le mec, il avait fait son combine avec une casquette à l'envers. Garçon, Ouais, laisse la casquette, tu joues des millions là sur ce jour-là. ouais. Et puis finalement, bah voilà, le mec a été drafté très haut et puis Four. rien du Un tout. Il a four. vraiment jamais rien fait de sa carrière. Ouais, Ouais. mais il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein, des Oui, mecs oui, comme ça, hein. Il y en a eu plein. C'est pour ça que je te dis qu'au final, retourner sur des bases, prendre un tackle, alors que tu sais qu'en plus, potentiellement, tu sais pas ce que va donner vraiment Dylan Cook sur du haut niveau, enfin sur une saison régulière complète. Tu sais pas comment va revenir Broderick Jones de blessure, même si tu sais quand même que ça sent un peu le exactement. sapin. Bah finalement, tu Ouais, prends, c'est l'assurance quoi. La O-line, c'est ton assurance. Et t'as jamais trop une bonne assurance. Donc prendre un mec ouais. comme ça, sur lequel en plus tu n'auras pas forcément la pression de le faire jouer immédiatement, sauf s'il est prêt, qui est hyper athlétique, bah en fait pour moi c'est plutôt un bon choix compte tenu des circonstances, c'est plutôt un bon choix. Donc voilà. Et ce qui est paradoxal, là je voulais en venir, ce que tu disais, c'est-à-dire on n'a pas drafté des mecs dont on avait besoin, on a drafté ce qui était le plus logique au pic qu'on avait. C'est marrant parce que c'est plus la draft a avancé et plus on a fait l'exact inverse de ça. C'est-à-dire que on a commencé par drafter des mecs, notamment ce premier tour, qui était le best pick, tu vois, au Ouais. moment opportun. Et après, on a commencé petit à petit à aller chercher des mecs dont on avait besoin, tout en mixant des fois. Et c'est ça que j'ai trouvé assez paradoxal dans cette liste, parce qu'au deuxième tour, on va chercher du coup Jeremy Bernard, qui est un gars Ouais. dont on a besoin, et on trade up en plus pour aller le chercher. Donc ça, pour moi, c'est un bon choix également, parce qu'après il y avait vraiment un gap hein, entre Ouais. tous les autres étaient partis. Hein. J'ai vu, il y avait Conception était parti. D'ailleurs, Ouais. les Browns en ont sélectionné deux, dont un que j'aimais beaucoup, Denzel Boston, qui est parti chez eux également et qui Oui. a l'air d'être très bon. Bon, on va voir ce que ça donne, parce qu'on sait bien que les receveurs à Cleveland, c'est pareil, c'est toujours un petit peu hasardeux. Donc on va Bon, tous chercher les Jeremy joueurs à Bernard. Cleveland, c'est hasardeux. C'est vrai. Ouais. On va chercher Jeremy Bernard, qui est vu comme déjà là, a priori, comme un très grand professionnel, qui a l'air d'être un mec, moi je l'ai entendu parler, le gars te parle de professionnalisme, de Dieu, tu vois, enfin on est dans un autre délire que Pickens et Lemon. Hein. Tu vois, le gars, tu sens qu'il est rangé, c'est le genre de gars, Ouais. tu vois, qui est hyper croyant, qui est hyper pro, etc., etc. Et les gars ont l'air de dire déjà dans les premiers échos qu'il sera probablement un NFL ready. J'aime pas ce Ouais, terme, mais beaucoup de, qui beaucoup de sera, bonnes choses sur ouais, les Cursor, exactement, ouais. exactement. Donc ça a l'air d'être plutôt un bon choix. Ensuite, au troisième tour, alors c'est là qu'il y a un peu de tout. Bon, Drew Allard. Alors, est-ce que moi je vais faire Laisse les confiance? QB, Thomas. Voilà, on Laisse va les laisser QB. les QB. Je vais faire confiance à McCarthy. Je me dis si ce gars-là il a pris Drew Allard, c'est pas une pipe en termes de QB. McCarthy, il sait de quoi il parle. Ouais. S'il a vu quelque chose en Drew Allard, j'ai envie de te dire c'est un troisième tour. Si le gars est notre franchise QB, ça sera le vol du siècle d'aller le chercher au troisième tour. C'est Et vrai. si c'est pas Et sinon, tant pis. bon, bah un Et troisième puis, tour, on en avait trois, c'est pas dramatique, tu vois ce ouais. que je veux dire quoi. Et puis attends, il y a quelque chose qu'on oublie souvent avec les QB, hein, c'est qu'entre franchise QB et gros bust, bah, il y a un milieu tu gagneras pas avec ce mec titulaire, mais un bon backup, ça a de la valeur en NFL Ouais, aujourd'hui. ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, Drew Allard, je pense que c'est le gars que McCarthy avait vu comme prospect et que le fait qu'il tombe au troisième tour, au 76e pick, ils se disent bon bah ok, ça nous coûte pas grand chose de le prendre là, on le prend. Ensuite ils sont allés prendre, alors c'est ça, lui le choix qui arrive après au 85e pick, ils prennent Dalen Everett. Ça j'ai pas compris ce choix parce que pour le coup tu viens de taper Jamel Dean sur un contrat longue durée, tu sais que tu vas re-signer Joey Porter, t'as encore Jalen Ramsey. T'as Brandon Eccles et Asante Samuel sur le roster qui sont des très bons remplaçants. Tu vas taper un corner Ouais. à ce poste-là au troisième tour alors que t'as encore potentiellement des choix, enfin peut-être d'autres postes à Samuels fournir. n'avait pas re-signé encore, je crois, si je dis pas de bêtises, au moment Ah de la ouais? draft. Ouais, Je peut-être. crois, je suis pas certain, mais je Je crois suis que pas c'est sûr, arrivé ouais. après. Mais bon, peu importe. Mais Enfin, ouais, ouais, bon, ils vont t'as du chercher monde à Dalen ce poste-là. Everett. Ouais, t'as du monde à ce poste-là, tu vois, vraiment, et tu te dis, bah en fait, c'est quoi le délire avec lui? Et donc je me suis dit, ça c'est un peu un wasted pick, tu vois, un pick un peu gâché, voilà. Et puis finalement, pareil aussi, lui, apparemment, il fait des dingueries à l'entraînement. Ouais. Et bah, ils ont l'air de dire que globalement, ils seraient pas surpris de le voir jouer dès cette année. Alors probablement pas à la place des deux titulaires, mais pourquoi pas dans le slot, pourquoi pas sur la première rotation. Enfin, ils ont l'air de dire que il va Ouais, se t'as beaucoup bagarrer de avec packages où Eccles tu peux et faire ça. jouer beaucoup de.
Ouais, ouais. beaucoup de defensive back, hein, et typiquement la défense de Tomlin aimait beaucoup rajouter un troisième safety. C'est Mm, pas forcément ce qui est standard en NFL et tout à fait. t'as des packages dans d'autres équipes qui ont 5 corners sur le terrain. Ça Tout arrive. à fait. Non, non, mais voilà. Donc a priori, moi, c'était un choix sur lequel c'était le choix sur lequel j'étais le plus dubitatif de la draft, parce que je te dis, droit là, c'est un développement et je fais confiance à McCarthy au moins pour le début. Mais Dalen Everett, j'étais vraiment sceptique. Et puis finalement, ils ont l'air de dire qu'il fait des dingueries à l'entraînement, qu'il brille déjà, qu'il arrive à couvrir Metcalf, à couvrir des mecs comme ça. Bon, dire si c'est le cas et qu'il arrive à retransposer ça ensuite avec les pads, parce que c'est toujours pareil, quand t'as pas les épaulières, c'est toujours un peu différent. Mais comme il est vu également comme un super plaqueur, bon bah le fait qu'il déjà il arrive à Special couvrir teams. special team, voilà, ça peut être bien quoi. Ensuite, 96e, ils prennent Gennings Dunker. Alors lui, Ouais, ouais. Moi, c'est mon gars. voilà, J'ai mais jamais oui, rien vu de lui presque. C'est mon mais gars. mais tu sais C'est mon que gars. tu sais, je vais te raconter un truc. Hier, j'en parlais avec ma femme et ma femme me dit, ce gars-là, avec sa coupe dégueulasse et sa moustache dégueulasse, il a tout compris. Et elle me dit exactement ce que je pensais. Elle me dit, ce gars-là, il a créé une hype de fou. Alors, il est roux. Ça, il a rien C'est pu y vrai, faire. hein. Et il était roux avant. Mais par contre, il a créé une hype de fou avec sa coupe dégueulasse de mulet, sa coupe mulet et sa moustache. Il a créé une hype autour de lui. Et cette hype, forcément, elle le sert, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as envie d'aimer un mec comme ça. Tu vois, alors Ouais. son jeu, attention, ça 100%. c'est pas une pipe, hein. Mais voilà. Et ce gars-là me fait penser à Quinn Merez. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un gars il y a 3 ans qui a signé qui a été C'est drafté par les obscur. Broncos, qui était un mec qui faisait de la muscu avec des troncs d'arbres dans le Montana là à Yellowstone. Non mais Putain, c'est ça. c'était ça le gars. Oui, c'est vrai. Il faisait des vidéos de lui en train de, il était pas à la salle, il était avec des troncs d'arbres. Il soulevait des troncs, des machins, des trucs. C'était un bûcheron du Montana et je dis Montana mais je sais pas d'où il vient et qui a signé aux Broncos, qui était garde aux Broncos. Et moi ce gars-là, quand il est passé à la draft, je me suis dit, mais putain, pourquoi les Steelers ne prennent pas? Il a chuté en plus à la draft parce qu'il est sélectionné pareil au deuxième ou au troisième tour, peut-être même plus, je sais plus. Et il a pas été signé. Et c'est le genre de mec, les forces de la nature, tu vois, les mecs de l'Amérique Ouais. profonde. Et voilà. Et moi, je vois en Gennings Dunker le même genre. Tu l'as vu la vidéo où il balance des ballots de foin là? Gennings Dunker, il fait Non, des concours. Tu non, l'as mais pas vu je veux cette voir vidéo? ça tout de Ah suite. bah Je veux ouais, voir cherche ça là tout de cette suite. vidéo, cherche là cette vidéo. Le gars, il se prépare, enfin il des concours. Alors je sais plus s'il est en kilt ou je ne sais quel accoutrement encore, et il a des ballots de foin, Ah, des c'est gros ballots de génial. foin, et il fait des trucs, des concours de lancer de ballots de foin où il est champion cantonal de je ne sais quoi. Enfin bref, tu vois, J'adore. bon, voilà, et la J'adore le hype truc. quoi. Ouais, j'adore. C'est un mec, voilà. Donc j'ai envie d'aimer ce mec. J'espère qu'on va le C'est moi voir. la comparaison que j'avais, et c'est pas exactement le même niveau, mais c'est le center des Chiefs, Creed Humphrey. Où Ouais, c'est Creed pareil, Humphrey, ouais. quand il arrive à la draft, il y a pas mal de hype. Le mec s'entraîne avec son gros ventre à bière à l'air, tu vois. Le mec, il met Exactement. des crop tops alors qu'il a Et un gros bah ventre bien pareil, rond Queen en Merez, dessous. pareil, exactement. Voilà. Exactement. Et pareil, il avait un petit peu un mulet aussi, Creed Humphrey. Et puis finalement, il était tombé, enfin, il était annoncé d'ailleurs chez les Steelers parce que je crois que c'est l'année où on prend Kendrick Green, je crois, ou quelque chose comme ça. Et Ouais, ouais. finalement, on a dit non, vas-y, on s'en fout. Il part au deuxième tour, il part 65e ou je sais pas quoi. Et puis bah, Il le mec, part il est au pro début du bowler deuxième dès la tour, mais saison nous après suivante. on prend Zach Frazier. C'est Ah, l'année où on je prend crois que c'est Frazier. plus tard. Ah Non, bon? non, non, non. Alors attends, C'est l'année. j'ai ma Il me timeline semble, il me complètement semble que pourrie c'est alors. l'année où on prend Frazier. Vérifie, Attends, mais il me attends, on va regarder semble. ça. C'est Creed Humphries, c'est ça? Ouais. Il me semble que Non, c'est. 2021. Ah non, non, 2021, il je part quand même. confonds avec Linderbaum des Ravens. Oui, Je confonds aussi, avec ouais. Linderbaum Aussi. des Ravens. Creed Humphrey, effectivement. Mais on prend quand même. Je sais plus. Mais il me semble que je m'étais dit après, bon, tu vois, ou alors on a drafté, c'est l'année où on prend, merde, Attends, c'est marrant, notre tackle. c'est la même année que ton mec, hein, que Quinn Merritt, Ah ben c'est peut-être ça. 2021 aussi. Mais c'est pas l'année où on prend Kendrick Green, non? Je dis peut-être des conneries, mais. Kendrick Green ou Dodson. Peut-être, attends. Najee, Pat Fryermuth, Kendrick Green. Kendrick Ah, Green, ok, ouais, je bon suis voilà. pas complètement teubé. Ouais. Mais Kendrick Green, ouais, on prend Du ça coup, au troisième tour, 87. le choix est pas ouf, tu vois, entre Creed Gray et entre Creed Humphries Bah oui. et Kendrick Green. Par contre, Ouais. je pense que de toute façon, on n'aurait pas pu le choper parce que je crois qu'il part aux Chiefs. Les Chiefs doivent avoir soit le premier, soit le dernier choix du premier tour, soit le premier du deuxième. Mais il part au deuxième tour, Avant-dernier, avant-dernier du deuxième. avant-dernier du deuxième. Ah ouais, donc j'avais un tour de Il part décalage. Ok, d'accord. 63e. Et moi, les Ok. souvenirs que j'ai, c'est qu'on l'annonçait comme choix du premier tour. C'était un candidat aux Steelers au premier tour, hein. Et Ah surprise, ouais. surprise, bah, je crois qu'il est pro bowler de sa première Ah année, je bah crois. c'est le meilleur, actuellement c'est le meilleur centre de la NFL.
Ouais. Bon, Ouais, en tout à tout fait. cas, on souhaite à Jennings Dunker Ouais, ouais, d'avoir tout à autant fait. de succès que lui parce que, enfin, franchement, la ligne offensive qu'on pourrait avoir là, en tout cas à l'intérieur, avec Zach C'est une Frazier, dinguerie, hein. McCormick et Dunker, t'as 3 zinzins à Et Yann l'intérieur pendant Ashore. 10 ans. Yann Ashore et Allez, comment il faut à nous en et tackle. Fautano. Ah, je veux dire, c'est et derrière, parce que bon, on prend ces mecs-là, mais derrière t'as quand même pas des pipes, hein, parce que tu gardes quand même du coup merde, celui qui est blessé, Broderick Jones, qui a quand même fait des bonnes choses l'année dernière quand il a été replacé à gauche en tackle. Tu gardes Dylan Cook, qui est quand même pas dégueulasse, qui a quand même pas été dégueulasse sur l'intérim qu'il a fait. Ouais, T'es allé chercher Brock Hoffman. Aux Cowboys qui est un mec complètement sous-estimé et t'as encore Spencer Anderson qui est un mec complètement de service quoi tu vois entre guillemets ouais. donc t'as quand Non, même non. je trouve que t'as 8 ou 9 O-line de qualité cette année, et je trouve que ça, comme c'est les fondations d'une équipe, c'est Je vraiment pense bien qu'on d'avoir fait ces choix-là. C'est vraiment bien. on rêve tous d'avoir une O-line qui bouge pas pendant 10 ans, comme c'était le Ouais. cas après les investissements de David De Castro et Pouncey Et comme et tous c'était le les autres. cas d'une certaine équipe, les Cowboys de Dallas, quand ils ont eu Prescott et Ezekiel Elliott, Cowboys de Dallas qui à l'époque avaient comme head coach un certain Mike McCarthy. Intéressant. Voilà. Et ils avaient la Intéressant. meilleure ligne offensive de la NFL, les Cowboys à cette époque-là. Ils avaient la meilleure ligne offensive de cette époque-là. Alors je sais plus, mais il y avait On en de rêve. souvenir, il y avait, enfin c'était vraiment, ils avaient Jones, ils avaient le centre là qui était également très très bon, ils avaient leur garde qui a été Pro Bowler qui a arrêté l'année dernière. Enfin ils avaient une ligne d'attaque de fou quoi. Et on a vu ce qu'ils ont réussi quand même. Alors ils sont pas allés au bout, mais on a vu quand même qu'ils ont réussi à faire des Ouais. bonnes choses avec ça. C'est Donc quand même voilà. un luxe incroyable que tu peux avoir en NFL. C'est si pendant ne serait-ce que 3, 4, 5 ans, 3, 4, 5 drafts, tu n'as même pas à penser au poste de ligne offensive. Ah ouais. C'est quand même un luxe incroyable. Ah bah bien sûr. Ça coûte Et cher, hein. Ça bien coûte sûr. cher de construire une ligne offensive. On l'a Alors on vu, verra ce que ça va donner sur les ça contrats fait l'année longtemps prochaine, hein, qu'on parce en que draft au premier. dès En l'année termes de prochaine, capital, tu vois ce que je veux dire? ouais ouais. Ah oui oui bien Tu veux sûr oui. chercher Ah oui. des starters, en tout cas à l'extérieur sur les tackles, bah, Des il faut premiers lâcher tours. des choix de premier tour, t'as pas le choix. Ah ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, à voir. Mais moi, cette ligne d'attaque, elle me plaît bien, et par la profondeur et par la qualité. Et donc j'ai hâte de voir déjà si ou Dunker ou Yann Ashore jouent dès cette année, sauf blessure évidemment. J'ai hâte de voir ça. Déjà, on en aura peut-être probablement un aperçu au training camp déjà ou sur les matchs de pré-saison pour voir un peu ce que ça vaut. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir est quand même assuré avec ça. Jeremy Bernard, je pense, contribuera immédiatement en poste de troisième receveur Ouais. ou quatrième en fonction de, il va se tirer la bourre avec Roman Wilson, c'est pas plus mal. Dallin Everett, bah, j'attendais rien de lui, ni de Drouallard, mais bon, Drouallard, de toute façon, sera un projet à long terme. Et Everett, il a l'air déjà de montrer que potentiellement, il servira cette année. Et alors après, c'est là que on tourne un petit peu, on change un petit peu notre fusil d'épaule sur les choix 4, 5, 6, 7. C'est que là, on est allé chercher des mecs qui vont contribuer immédiatement à une tâche bien précise dans l'équipe. Ouais. Et ça, l'air de rien, ça montre aussi une volonté d'être opérationnel immédiatement et de pouvoir renforcer l'équipe immédiatement. On est allé chercher quand même un retourneur au 4e tour. Je veux dire, alors, on avait énormément de problèmes avec les retours depuis des années. C'était un serpent de mer. On a eu, comme il s'appelait, l'ancien là qui venait On des a foutu Falcons. Caleb Johnson l'année dernière, rappelle-toi. Ouais, on a mis Cavell Johnson, mais même avant, on avait. Rookie running back du deuxième tour qui a jamais fait un retour de sa vie. Et tu le fous là en début de saison. Mais Bref. même, on avait pris, comme il s'appelait, tu te rappelles, le running back d'Atlanta, là Cordarrelle Patterson, le Darrell spécialiste des retours qu'on Patterson, n'a pas fait jouer sur exactement, les retours. qu'on a quasiment pas vu. Enfin, tu J'adore. vois, on a essayé notre petit Calvin Austin qui a rien donné. Enfin, bref, c'était un serpent de mer. On n'arrivait pas à résoudre ce problème-là. Et bah boum, ok, on utilise un 4e tour, c'est peut-être un peu cher payé, mais on a 10 pics. Ouais. On a besoin de ce mec-là, on a besoin des retours. On était quoi, bottom 5 dans les positions de départ de notre attaque. Donc là, tu sais pareil, si tu peux pas Après, décemment construire une attaque en étant comme ça, moi je très trouve bon ça choix. quelque part, à partir du troisième jour de draft, premier jour c'est le plus important, premier tour, tu as zéro garantie parce que tu n'as jamais garanti dans la draft, mais tu as le plus gros taux de succès, disons, au premier tour. Deuxième, troisième tour, deuxième jour, maintenant en tout cas à l'heure actuelle, c'est des mecs qui doivent contribuer la première année. C'est comme Ouais, ça. ouais, Le troisième jour, tu as deux façons de voir les choses. Et je pense que pendant longtemps, les Steelers le voyaient comme ça. C'était bah, draft des mecs qui sont bons, des qui ont du talent, potentiels. Ouais, et puis on verra. ouais, On des verra. Un potentiels. petit coup de Ouais, poker, on verra. c'est ça. Et tu as l'approche qui a été prise cette année, qui est un petit peu différente que Exactement, d'autres équipes ont pris avant, qui est exactement. bah, venez chercher un mec qui va faire un truc. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir des punters
et ces gens, Qui monte plus ce haut. genre de poste, des Ouais, long ouais, snappers qui partent au quatrième, cinquième tour, parce ouais. que tu dis de toute façon, c'est un petit peu le hasard. Et quelque part, j'avais regardé une fois il y a longtemps, j'ai plus les chiffres en tête, mais ton taux de réussite entre un choix de sixième tour et un mec non drafté, globalement, c'est la même chose. Pas une grosse diff. Hein. C'est pour ça que je te disais que, tu vois, on en parlait, je te disais, il y a un certain nombre de choix qui me hypaient, le changement de head coach, défensif coordinateur, etc. Et je t'avais parlé, je t'ai dit, de philosophie de draft. Pour moi, on a changé notre philosophie de draft, en tout cas partiellement, pas complètement, parce qu'on voit qu'on a encore fait des choix. Yann Ashore, je pense, Dylan Everett, tout ça, c'est des choix de mecs qui ont été le meilleur mec au moment précis, qui n'était pas forcément un besoin immédiat, tu vois. Ouais. Mais par contre, globalement, on a mixé cette année et on est allé chercher et des mecs qu'il nous fallait parce que Bernard, Dunker, c'était des choix de poste qu'il fallait pourvoir cette année immédiatement. Et en même temps, on est allé chercher donc des gars qui en développement ou qui allaient contribuer dans les années à venir. Et à partir du quatrième tour, alors là, on est quasiment allé chercher que des mecs qui allaient contribuer quasi immédiatement, au moins peut-être sur 10 reps dans le match, peut-être sur un peu moins, peu importe, mais on allait chercher des mecs qui allaient contribuer immédiatement au jeu des Steelers. Et donc on prend Wedgen au quatrième tour pour améliorer nos retours. Pour moi, c'est une bonne chose. Peut-être qu'on aurait pu le prendre plus tard, on ne sait pas, mais toujours est-il que pour moi, c'est un bon choix. Ouais. On prend Novakovsky en fullback tight end, qui était globalement le rôle de Connor Hayward. Hein. On remplace Connor Hayward par le meilleur fullback tight end, enfin hybride, qui était disponible à la draft, puisque Novakovsky est un couteau suisse également. On parlera plus tard d'Ehrenreich, mais Novakovsky est un très bon couteau suisse qui était à Indiana et qui était un très bon fullback, qui était le meilleur fullback de la QV, et en plus qui est un tight end qui est très bon dans le jeu des réceptions, etc. Alors petit disclaimer, on a failli signer, et c'est pour ça qu'on prend Novakovsky, parce qu'on n'a pas réussi à signer, j'adore ce joueur en plus, le fullback des 49ers, qui est le meilleur fullback, Kyle Juszczyk, c'est ça? voilà, Kaliutik, Juszczyk, ouais. exactement, merci. Ah ouais, Kaliutik. c'est On vrai, a j'avais failli complètement signer zappé ce Kaliutik truc-là. qui a dit, il a re-signé aux 49ers, il a dit, ça s'est joué à rien que je signe aux Steelers. Finalement, il a re-signé aux 49ers. Et tu vois, ça veut dire et Novakovsky, alors attention, je ne prête pas le niveau de Kaliutik, mais Novakovsky est un peu le même genre de joueur, c'est-à-dire un mec Ouais. qui joue fullback, mais qui est capable de bloquer, de courir avec la balle, de recevoir des ballons, de contribuer sur équipe spéciale. C'est exactement le profil qu'avait un petit peu Connor Hayward et qu'a Kyle Juszczyk. Donc pour Ouais. moi, c'est une bonne signature, à voir ce qu'il va donner bien évidemment, mais sur le papier, c'est une bonne signature. Ensuite, on signe Rubio au sixième tour, qui est peut-être le choix le plus underground un petit peu de ce qu'on Ouais. a, mais qui est un très bon. J'ai regardé un petit peu de ses vidéos, qui est un très gros défenseur contre la course. Très gros défenseur contre la course. Ouais. Qui est un très gros défenseur contre la course. Et je pense qu'il est signé essentiellement pour être une arme anti-Ravens, tu vois, et anti peut-être Browns sur le jeu de course, bien que les Browns comme ils ont Intéressant signé. ça. Enfin, voilà, je pense que Rubio est signé comme ça. À voir s'il fera partir du roster. Il va se bagarrer, je pense, avec des mecs comme Logan Lee, comme Deon Lovery, comme des gars comme ça pour avoir une place dans le roster. Mais je pense que c'est cette signature-là. Et après, donc au septième tour, alors le septième tour, c'est vraiment pour moi le plus, voilà, c'est vraiment là tu tentes des trucs. Ils prennent Spear Jennings, qui est un très gros athlète d'Oklahoma, essentiellement pour jouer en special team, pareil, Ouais. qui va être en concurrence à mon sens avec Sébastien Castro pour une place dans le roster. Et puis surtout, ils prennent Eli Heidenreich et ça, pour moi, ça peut être le style de la draft au septième tour. Ce gars-là complètement sous-coté parce que Navy, ça reste Ouais. une C'est un monde à université. part. Voilà, un peu particulière, etc., qui joue encore à l'ancienne avec de la wing tee, etc. Donc c'est très particulier comme système offensif. Mais par contre, qu'il soit encore disponible là au septième tour, avec ce qu'il a quand même montré, eh ben, je trouve que c'est pas un capital énorme qu'on Ouais. investit. Ça peut très bien être un low risk high reward. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, Oui. c'est comme ça que je le vois, ce Bah, mec-là. je le vois comme un très très gros point d'interrogation le jour des coupes de roster à 53. Parce que je pense que tu risques de te retrouver, enfin, quelque part c'est une bonne chose entre guillemets, tu risques de te retrouver dans une situation où tu te dis, bon, c'est peut-être le 54e mec sur le roster Mm. maintenant, Mm. mais est-ce que tu peux prendre le risque de le couper et de le récupérer sur ta practice squad en sachant que avant le roster initial, bah, tous les joueurs sont soumis au waiver et tu risques de le Mm. perdre. Mm. Ça va être intéressant de voir comment ça va se Pour passer. moi, il fera. Alors, sauf si vraiment il est surcoté, et quel cas, bon, voilà, ce sera réglé. Mais je pense qu'il fera partie des 53. Et je pense que tu as plus de chances de couper un mec, on en parlait tout à l'heure, comme Travis Homer,
et de le re-signer en practice squad Oui, bien sûr, que de couper Hayden Reich, tu vois. Et à mon oui, ça, c'est sûr. sens, il fera office de 6e receveur et de 3e ou 4e running back. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je le vois, Ça moi. serait bien. Hmm. Ça serait bien. Et comme on Et a en parlé plus, tout à c'est l'heure, un ça bon serait quand même une spécial super teamer. histoire, quoi. C'est un bon spécial teamer en Oui, plus. oui. Ouais. Et puis on Donc, parle toujours, on a parlé de Wedgen comme un retourneur, un un retourneur. spécialiste, etc. Hmm. Faut pas oublier que bon, sur les punts, oui, tu as toujours un retourneur, mais à l'heure actuelle, sur un kick-off, il te faut deux mecs sur le terrain qui Ouais, sont capables de retourner parce que tu as ouais. ces nouvelles règles, ce côté, voilà, droite ou gauche. Hmm. Donc, c'est pas impossible qu'on retrouve ces deux rookies-là, Hmm. dans le backfield sur un kick-off, hein. Et surtout que t'es pas là, il faut quand même que ton deuxième, si tu mets Wedgen sur les retours, ce qui sera le cas, il faut quand même que ton deuxième mec il tienne la route parce que très rapidement, si ce gars-là il est bon, ils vont taper de l'autre côté. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, les équipes sont pas stupides. Si Oui, jamais c'est ce gars-là sûr. il commence C'est à leur sûr. mettre le feu, ils vont taper Tape de l'autre systématiquement sur le côté, hein. deuxième mec. Donc, il faut quand même un deuxième mec qui tienne la route. Et moi, ce gars-là, il a une petite hype. Alors peut-être que c'est un peu comme Gennings Dunker, peut-être que c'est un peu trop construit, tu vois, un peu trop, voilà. Mais moi, j'ai Ouais. regardé pas mal de choses de Navy. Du coup, quand il a été drafté, et c'est quand même, il a le record de réception à Navy, je crois, hein, et de course et de Ah réception sur ouais? une saison. Hein. Ouais. Alors, Bah je veux ça, pas je dire de savais pas, bêtises, tu hein, vois. mais et alors j'ai vu une dinguerie aussi sur lui. Il était comparé à Carnell Tate, donc qui était le premier receveur de la NFL cette année à être drafté, et il était comparé à Jeremiah Love, qui était le premier running back Ouais. tu Et vois, de voilà. est-ce que tu as vu les autres comparaisons qu'on a entendues depuis les OTA et les minicamps, etc. Ah non, j'ai Et vu. c'est pas une question de niveau, et tout le monde était très, voilà, faisait très attention. Mais en termes d'apparence du mec, sa façon de Ah, bouger et son McCaffrey, à apparence avec le McCaffrey. casque, Ah bah ouais, Christian oui. McCaffrey. Ah bah bien sûr, à McCaffrey. Bon, Bah, alors comme dirait un il est, célèbre philosophe, en tout cas, on te le souhaite. ouais, Mais on te bon, le souhaite, ouais, ça serait exactement, bien. un mec du sud. Oui, bah là, bah, C'est ça. j'ai vu cette comparaison parce qu'il a un style de jeu qui est proche de celui de McCaffrey. Probablement pas son talent, enfin en tout cas on espère que il l'est, mais en tout Ouais. cas on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais il a le même style, tu vois, et puis ça running back blanc, etc. Enfin qui ressemble un peu physiquement Oui, aussi. oui, T'as tout forcément, ce ça joue côté-là toujours. qui force la comparaison. Mais voilà, mais moi j'ai vu, il était comparé à Jeremy Love et Carnell Tate et C'est pas mal. il était, et ouais, et en fait. Alors c'était une note, hein, c'était pas les stats pures, mais c'était une note Ouais. par rapport à des stats et tout. Et en fait, il challengeait à la fois Jeremy Love sur les courses, enfin sur encore une fois, c'est pas les stats, c'est ça doit être un espèce de Ouais. pourcentage Est-ce que d'efficacité, tu vois ce que je veux dire? c'est le truc comment ça s'appelle ça? Je crois que ça s'appelle ça C'est le pas, RAS, c'est un score Ouais, c'est un score comme ça, mais c'est pas Athleticism l'athlétisme, c'est pas Score, un que truc comme ça. l'athlétisme, c'est plus de, ouais, il y a Ouais, je plus de regarde ce choses. score-là d'ailleurs. Et il était comparé et il était même devant Carnell Tate sur les réceptions. Enfin, pas sur les stats, encore une fois, sur l'efficacité du truc. Ouais, Et il était ouais. quand même derrière Jamie Love sur la course. Et c'est pour Oui, te dire, enfin, en fait, le potentiel que peut avoir ce gars-là. ouais. Et moi, je suis très, très hypé pour voir ce que ce gars-là va nous faire cette année, en tout cas. Mais écoute, je te propose qu'on en reste là. Deux petites choses quand même avant de se quitter, et puis on fera d'autres épisodes, on l'espère, avant le début de la saison. On a parlé, il faudra qu'on parle forcément du poste de QB, il faudra qu'on parle du chantier qu'est la ligne offensive, avec tous les bons éléments dont on a parlé. Il se passe beaucoup de choses, en particulier de quel côté qui va jouer, etc. Euh, une chose dont on n'a pas parlé, et il faudra vraiment qu'on en parle, je le dis maintenant pour qu'on puisse s'en rappeler plus tard. Special Teams en général, Danny Smith est parti, Ouais. nouveau monde, peut-être un nouveau capitaine, parce que Miles Killebrew est parti. Oui. Qui pourrait être ce capitaine? Je sais pas. Peut-être qu'il portera le numéro 15, par exemple. Par Peut-être, je exemple. sais pas. Peut-être que c'est C'est un le exemple. chouchou de ce podcast. En tout cas, il y a Je un sais lobbying qui est pas. fait dans ce podcast. Il y a un lobbying qui est fait dans ce podcast. Tu Et que trouves? peut-être que Attends, je si sais ce pas. gars-là avait une coupe Tu mulaire trouves? rousse avec des moustaches, peut-être Ok, que, peut-être que, je regarde derrière s'il y avait du. ouais, s'il y avait Il y a du des gens vent. qui parlent. Ouais, Il y a des ouais, gens qui en voilà, parlent. Ok. Non, exactement. non, je sais pas. Exactement. Bref. Allez, avant de se quitter, deux choses. La pré-saison commence vraiment avec le training camp. Il y a eu pas mal d'activités avant, etc. Mais voilà. Et ça, c'est le 29 juillet. Donc les Steelers arrivent pour le training camp le 29 juillet. Et puis une chose importante pour la saison à venir. Quand même, les Steelers viennent à Paris. C'est pas rien. Ça a pris tout le monde un petit peu de cours parce De qu'il y a cours. eu une semaine avant l'annonce, c'était encore les Packers qui devaient venir. Et puis finalement, changement de dernière minute. Ça sera au mois d'octobre, je crois que c'est le 25 octobre, au Stade de France. Évidemment, je vais tout faire pour y être. Et puis on essaiera d'organiser quelque chose la veille au soir dans un bar. Contre la J'avais fait quelque chose à plus, Dublin. On contre la n'était plus pas française des franchises beaucoup. américaines, les Saints. Exactement, les Saints.
C'est ça. Ouais, on essaiera d'organiser quelque chose. On avait fait un petit truc entre nous à Dublin, c'était cool. J'espère qu'à Paris, il y aura plus de monde. Donc j'essaie de trouver un petit bar ou un petit pub pour nous accueillir le samedi soir. J'en parlerai dès que c'est fait. Mais on fera quelque chose quoi qu'il arrive. Et puis j'espère qu'on aura un maximum d'entre nous et d'entre vous là-bas pour s'assurer que même si c'est un match à domicile des Saints, Still a Nation sera là pour faire du bruit et prendre le contrôle du Stade de France. Exactement. C'est pas une belle façon de se quitter, ça, Thomas? C'est presque une belle façon de se quitter. Comme c'était probablement le dernier épisode de cette saison, on va se donner rendez-vous sur la prochaine saison. Et pour cette C'est prochaine vrai. saison, j'ai une petite surprise à vous montrer quand même pour finir cet épisode. Je me passe Ouh, du son, il y a du budget là. Je vous laisse juste l'image, je vous passe du son avant que tu coupes ça. Et attends, Thomas, du coup, si on se passe du son, ceux qui écoutent sur Spotify, tant pis pour vous. C'est tout à fait exceptionnel. Allez voir sur YouTube. Je peux pas décrire ce que je vois de façon qui dit Voilà pas messieurs, justice. Donc, voilà messieurs, sur allez quoi on sur se dirige YouTube, sur hein. l'année prochaine. Ça C'est me un fait très petit peur. cadeau qu'on m'a ramené du Mexique, évidemment. Et comme vous pouvez le constater, alors je sais pas si on le voit, voilà, il est là. Ouais, ouais. C'est un vrai. Euh, On peut se donner rendez-vous au prochain épisode. Romain, je suis prêt à laisser l'antenne. Thomas, du coup, un petit peu de travail pour toi pour la saison qui arrive. Je veux que ce masque fasse une apparition à chaque épisode, ça c'est évident, mais il faut que tu nous fasses une petite chronique autour de ça. C'est Tu te débrouilles, exactement tu te la démerdes, surprise qui va se mais passer, Romain. Il y aura une petite chronique en rapport avec ce masque. super, parfait, excellent. Bah écoute Thomas, merci. Ça faisait longtemps, c'est bien une belle façon de terminer la saison 2 de ce podcast, quelques mois après l'avant-dernier épisode. Puis on se retrouve très bientôt pour la saison 3 avec beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Et puis surtout un match à Paris où j'espère qu'on pourra se retrouver un maximum et passer un bon moment tous ensemble au Stade de France. Merci à tous, à très bientôt. Et comme d'habitude, here we We go. go.